Charmante Élise, vous devenez mélancolique après les obligeantes assurances que vous avez la bonté de me donner de votre foi. Je vous vois soupirer, hélas, au milieu de ma joie. Est-ce du regret, dites-moi, de m'avoir fait heureux? Et vous repentez-vous cet engagement, où mes feux ont pu vous contraindre? Non, Valère, je ne puis pas me repentir de tout ce que je fais pour vous. Je m'y sens entraînée par une trop douce puissance, et je n'ai pas même la force de souhaiter que les choses ne fussent pas. Ah, mais à vous dire vrai, l'issue me donne de l'inquiétude, et je crains fort de vous aimer un peu plus que je ne devrais. Que pouvez-vous craindre, Élise, dans les bontés que vous avez pour moi? Hélas, 100 choses à la fois, l'emportement d'un père, les reproches d'une famille, les censures du monde. Mais plus que tout, Valère, le changement de votre cœur, et cette froideur criminelle, dont ceux de votre sexe payent le plus souvent les témoignages trop ardents d'un innocent amour. Ne me faites pas ce tort de juger de moi par les autres. Soupçonnez-moi de tout, Élise, plutôt que de manquer à ce que je vous dois. Je vous aime trop pour cela, et mon amour pour vous durera autant que ma vie. Ah, Valère, chacun tient les mêmes discours. Tous les hommes sont semblables par les paroles. Ce ne sont que les actions qui les découvrent différents. Puisque les seules actions font connaître ce que nous sommes, attendez donc au moins à juger de mon cœur par elles. Ne me cherchez point des crimes dans les injustes craintes d'une fâcheuse prévoyance. Ne m'assassinez point, je vous prie, par les coups sensibles d'un soupçon outrageux, mais donnez-moi le temps de vous convaincre, parmi les mille preuves, de l'honnêteté de mes feux. Hélas, qu'avec facilité on se laisse persuader par les personnes que l'on aime. Oui, Valère, je tiens votre cœur incapable de m'abuser. Je crois que vous m'aimez d'un véritable amour et que vous me serez fidèle. Je n'en veux point du tout douter. Et je limite mon chagrin aux appréhensions du blâme que l'on pourra me donner. Pourquoi cette inquiétude? Je n'aurais rien à craindre si tout le monde vous voyait des yeux dont je vous vois. Et je trouve en votre personne de quoi avoir raison dans les choses que je fais pour vous. Mon cœur, pour sa défense, a tout votre mérite, appuyé du secours d'une reconnaissance où le ciel m'engage envers vous. Je me représente à toute heure ce péril étonnant qui commença de nous offrir au regard l'un de l'autre, cette générosité surprenante qui vous fit risquer votre vie pour dérober la mienne à la fureur des ondes, ces soins pleins de tendresse que vous me fîtes éclater après m'avoir tiré de l'eau, et les hommages assidus de cet ardent amour que ni le temps, ni les difficultés n'ont rebuté, et qui vous faisant négliger et parents et patrie, arrête vos pas en ces lieux, y tire en ma faveur votre fortune déguisée, et vous a réduit pour me voir à vous revêtir de l'emploi d'intendant de mon père. Tout cela fait chez moi un merveilleux effet, et c'en est assez à mes yeux pour me justifier l'engagement que j'ai pu consentir. Mais ce n'est pas assez peut-être pour le justifier aux autres. Je ne suis pas sûre qu'on entre dans mes sentiments. Mais de tout ce que vous avez dit, ce n'est que par mon seul amour que je prétends près de vous mériter quelque chose. Quant aux scrupules que vous avez, votre père lui-même ne prend que trop de soin de vous justifier à tout le monde. L'excès de son avarice et la manière austère dont il vit avec ses enfants pourraient autoriser des choses plus étranges. Pardonnez-moi, charmante Élise, si j'en parle ainsi devant vous. Mais vous savez, sur ce chapitre, on n'en peut pas dire de bien. Mais enfin, si je puis, comme je l'espère, retrouver mes parents, nous n'aurons pas beaucoup de peine à nous le rendre favorable. J'en attends des nouvelles avec impatience, et j'en irai chercher moi-même si elles tardent à venir. Ah, Valère, ne bougez d'ici, je vous prie, et songez seulement à vous mettre bien dans l'esprit de mon père. Mais vous voyez comme je m'y prends. Les adroites complaisances qu'il m'a fallu mettre en usage pour m'introduire à son service. Sous quel masque de sympathie et de rapport de sentiment je me déguise pour lui plaire.
Et quel personnage je joue avec lui tous les jours afin d'acquérir sa tendresse. J'y fais des progrès admirables, et j'éprouve que pour gagner les hommes, il n'est point de meilleure voie que de se parer à leurs yeux de leurs inclinations, de donner dans leurs maximes, d'encenser leurs défauts, et d'applaudir à ceux qu'ils font. On n'a que faire d'avoir peur de trop charger la complaisance. Et la manière dont on les joue a beau être visible, les plus fins sont toujours les grands dupes du côté de la flatterie. Il n'y a rien de si impertinent et de si ridicule qu'on ne fasse avaler lorsqu'on l'assaisonne en louange. La sincérité souffre un peu au métier que je fais. Lorsqu'on a besoin des hommes, il faut bien s'ajuster à eux. Et puisqu'on ne saurait les gagner que par là, ce n'est pas la faute de ceux qui flattent, mais c'est la faute de ceux qui veulent être flattés. Mais que ne tâchez-vous aussi à gagner l'appui de mon frère, au cas où la servante s'aviserait de révéler notre secret? On ne peut pas ménager l'un et l'autre, et l'esprit du Père et celui du Fils sont des choses si opposées qu'il est difficile d'accommoder ces deux confidences ensemble. Mais vous, de votre part, agissez auprès de votre frère, et servez-vous de l'amitié qui est entre vous deux pour le jeter dans nos intérêts. Il vient, je me retire. Prenez ce temps pour lui parler, et ne lui découvrez de notre affaire que ce que vous jugerez à propos. Je ne sais si j'aurai la force de lui faire cette confidence. Je suis bien aise de vous trouver seule, ma sœur. Je brûlais de vous parler pour m'ouvrir à vous d'un secret. Me voilà prête à vous ouvrir, mon frère. Qu'avez-vous à me dire? Bien des choses, ma sœur. Enveloppé à un mot, j'aime. Vous aimez? Oui, j'aime. Mais avant que d'aller plus loin, je sais que je dépends d'un père, que le nom de fils me soumet à ses volontés, que nous ne devons point engager notre foi sans le consentement de ceux dont nous tenons le jour, que le ciel les a fait les maîtres de nos vœux, et qu'il nous est enjoint de n'en disposer que sous leur conduite, que n'étant prévenus d'aucune folle ardeur, ils sont en état de se tromper bien moins que nous, et de voir beaucoup mieux ce qu'il nous convient, qu'il en faut plutôt croire les lumières de leur prudence que l'aveuglement de notre passion, et que l'emportement de la jeunesse nous entraîne le plus souvent vers des précipices fâcheux. Je vous dis tout cela, ma sœur, afin que vous ne vous donniez pas la peine de me le dire, car enfin, mon amour ne veut rien écouter. Vous êtes bien engagé, mon frère, auprès de cette personne? Non, mais j'y suis résolu, et je vous conjure encore une fois de ne me point apporter de raison pour m'en dissuader. Suis-je, mon frère, une si étrange personne? Non, ma sœur, mais vous n'aimez pas. Vous ignorez la douce violence qu'un tendre amour fait sur nos cœurs. Et j'apprends de votre sagesse. Hélas, mon frère, ne parlons point de ma sagesse. Il n'est personne qui n'en manque au moins une fois en sa vie. Et si je vous ouvre mon cœur, peut-être serais-je à vos yeux bien moins sage que vous. Ah, plutôt ciel que votre âme comme la mienne. Finissons auparavant votre affaire et me dites qui est celle que vous aimez. Une jeune personne qui loge depuis peu en ces quartiers et qui semble être faite pour donner de l'amour à tous ceux qui la voient. La nature, ma sœur, n'a rien formé de plus aimable, et je me sentis transporté dès le moment où je la vis. Elle se nomme Marianne, et vit sous la conduite d'une bonne femme de mère qui est presque toujours malade, et pour qui cette aimable fille a des sentiments d'amitié qui ne sont pas imaginables. Elle la serre, la console, la plaint, avec une tendresse qui vous toucherait l'âme. Elle se prend d'un air le plus charmant du monde aux choses qu'elle fait, et l'on voit briller mille grâces en toutes ses actions. Une douceur pleine d'attrait, une bonté toute engageante, une honnêteté adorable, ma sœur, je voudrais que vous l'eussiez vue. J'en vois beaucoup, mon frère, dans les choses que vous me dites. Et pour comprendre ce qu'elle est, il me suffit que vous l'aimiez. J'ai découvert souvent qu'elles ne sont pas fortes à accommoder, et que leur discrète conduite a de la peine à étendre à tous leurs besoins le peu de bien qu'elles peuvent avoir. Figurez-vous, ma sœur, quelle joie ce peut être que de relever la fortune d'une personne que l'on aime, que de donner adroitement quelques petits secours aux modestes nécessités d'une vertueuse famille. Et concevez quel déplaisir ce n'est que de voir que par l'avarice d'un père, je sois dans l'impuissance de goûter cette joie. Oui, mon frère, je conçois assez quel doit être votre chagrin. Ah, ma sœur, il est plus grand qu'on ne peut croire. Car enfin, peut-on rien imaginer de plus cruel que cette rigoureuse épargne qu'on exerce sur nous, que cette sécheresse étrange où l'on nous fait languir, et qui nous servira d'avoir du bien s'il ne nous vient que dans le temps où nous ne serons plus dans le bel âge d'en jouir. Il faut maintenant que je m'engage de tous côtés pour avoir moyen de porter des habits raisonnables. Enfin, j'ai voulu vous parler, ma sœur, pour m'aider à sonder mon père sur les sentiments où je suis. Et si je les trouve contraires, j'ai résolu d'aller en d'autres lieux
avec cette aimable personne, jouir de la fortune que le ciel voudra nous offrir. Je fais chercher partout pour ce dessin de l'argent à emprunter. Et si vos affaires, ma sœur, sont semblables aux miennes, et qu'il faille que notre père s'oppose à nos désirs, nous le quitterons là tous deux. Nous affranchirons de cette tyrannie où nous tient depuis si longtemps son avarice insupportable. Il est vrai qu'il nous donne de plus en plus sujet de regretter la mort de notre mère. J'entends sa voix. Éloignez-nous un peu pour achever notre confidence. Et nous joindrons après nos forces pour venir attaquer. D'ici tout à l'heure, et qu'on ne le répète pas. Allons, que ton t'étales de chez moi, maudit traînée, vrai gibier de potence. Je n'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard. Et je pense, excusez l'expression, qu'il a le diable au corps. Tu murmures entre tes dents. Pourquoi me chassez-vous? C'est bien à toi, Pandore, de me demander la raison. Sors vite que je ne t'assomme. Qu'est-ce que je vous ai Tu fait? as fait que je veux que tu sortes. Votre fils m'a donné ordre de l'attendre. Attends l'attendre dans la rue, et ne sois point planté dans ma maison toute droite comme un piquet, à observer ce qui se passe et faire ton profit de tout. Je ne veux point avoir sans cesse une espionne de mes affaires, une traîtresse, dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions, dévore ce que je possède, et furette de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler. Comment diantre voulez-vous que je fasse pour vous voler? Êtes-vous un homme volable quand vous renfermez toutes choses et faites sentinelle jour et nuit? Je veux renfermer ce que bon me semble et faire sentinelle comme il me plaît. Ne voilà pas de mes mouchardes qui prennent garde à ce qu'on fait. Je tremble qu'elle n'ait soupçonné quelque chose de mon argent caché. Ne serais-tu point femme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Non, Joaquin, je ne dis pas cela, Georges. Je demande si malicieusement tu n'irais point faire courir le bruit que j'en ai. Hé, tu nous importe que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, si c'est pour nous la même chose. Tu fais la raisonneuse. Je te baillerai ce raisonnement si pour les oreilles. Sors d'ici encore une fois. Oh, eh bien je sors. Non. Non, attends. Ne m'emporte sur rien. Oh, mais que vous emporterai-je? Bien ça que je vois. Montre-moi tes mains. Les voilà. Ah, les autres. Les autres? Oui. Les voilà. N'as-tu rien mis ici dedans? Voyez vous-même si vous... Ah, 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 ah. Oh. Ces corsages sont propres à devenir le receleur des choses qu'on dérobe. Et je voudrais qu'on en eût fait pendre quelqu'une. Qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint, et que j'aurais de joie à le voler. Hein? Ah, Qu'est-ce que tu parles de voler? je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. C'est ce que je veux faire. La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Comment, que dis-tu? Ce que je dis... Oui, qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux? Ah, je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. De qui veux-tu parler? Des avaricieux. Et qui sont-ils ces avaricieux? Des vilains et des ladres. Et qui est-ce que tu entends par là? Mais de quoi vous mettez-vous en peine? Je me mets en peine de ce qu'il faut. Oh. Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous? Je crois ce que je crois, mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela. Je parle à tous ceux qui veulent bien m'entendre. Méfie-toi. M'empêcherez-vous de maudire les avaricieux? Non, mais je t'empêcherai de jaser des Tais-toi. Je ne nomme personne. Je te rosserai si tu parles. Ah, qui se sent marveille, qui te bouge. Oui, mais malgré moi. Mais tenez, voilà encore une poche. Hein? Êtes-vous satisfait? Allons, rends-le-moi sans te Mais fouiller. vous rendre quoi? C'est que tu m'as Je pris. ne vous ai rien pris du tout. Assurément. Assurément. Viens, va-t'en à tous les diables. Ah, mais bien me voilà fort bien congédié. Je te le mets sur ta conscience au moins. Ah, Voilà une pendarde qui m'incommode fort. Et je ne me plais point à voir cette catin-là. Certes.
Ce n'est pas une petite peine que de garder chez soi une grande somme d'argent. Et bien heureux qui a tout son fait bien placé et ne conserve seulement que ce qu'il faut pour sa dépense. On n'est pas peu embarrassé à inventer dans toute une maison une cache fidèle. Car pour moi, les coffres-forts me sont suspects et je ne veux jamais m'y fier. Je les tiens justement pour une franche amorce à voleur. Et c'est toujours la première chose que l'on va attaquer. Cependant, je ne sais si j'aurais bien fait d'avoir gardé chez moi 1 million d'écus qu'on me rendit hier. 1 million d'écus est une somme assez... Oh ciel, je me serais trahi moi-même. La chaleur m'aura emporté et je crois que j'ai parlé haut en résonnant tout seul. Qu'est-ce? Rien, mon père. Y a-t-il longtemps que vous êtes là? Nous ne venons que d'arriver. Vous avez entendu? Quoi, mon père? Là, Quoi? ce que je viens de dire. Non. Si fait, si fait. Pardonnez-moi. Ah! Je vois bien que vous en avez oui quelques mots. C'est que je m'entretenais en moi-même de la peine qu'il y a aujourd'hui à trouver de l'argent. Et je disais qu'il est bien heureux qui peut avoir 1 million d'écus chez soi. Craignant de vous aborder, de peur de vous interrompre. Ben, je suis bien aise de vous dire cela afin que vous n'alliez pas prendre les choses de travers. Et vous imaginez que je dise que c'est moi qui ai 1 million d'écus. Nous n'entrons point dans vos Ah, affaires. putain Dieu que je Alors, les je ne crois pas. Ah, ce serait une bonne affaire pour moi. Ce sont des choses. Cela m'accommoderait Je fort. pense que J'en aurais bon besoin. Oh, vous êtes quelqu'un qui a... Et je ne me plaindrai pas comme je le fais que le temps est misérable. Mon Dieu, mon père, vous n'avez pas lieu de vous plaindre. Et on sait que vous avez assez de biens. Comment j'ai assez de biens? Ceux qui le disent en menti. Il n'y a rien de plus faux. Et ce sont des coquins qui font courir tous ces bruits-là. Ne vous mettez point en colère. Cela est étrange. Que mes propres enfants me trahissent et deviennent mes ennemis. Et c'est être votre ennemi que de dire que vous avez du bien? Oui, de pareils discours, les dépenses que vous faites seront cause qu'un jour, on me viendra chez moi couper la gorge dans la pensée que je suis tout cousu de pistoles. Et quelle grande dépense est-ce que je fais? Quelle? Est-il rien de plus scandaleux que ce somptueux équipage que vous promenez par la ville? Je querellais hier votre sœur, mais c'est encore pire. Voilà qui crie vengeance au ciel. Et à vous prendre depuis les pieds jusqu'à la tête, il y aurait là de quoi faire une bonne constitution. Je vous l'ai dit 20 fois, mon fils. Toutes vos manières me déplaisent fort. Vous donnez furieusement dans le marquis. Et pour aller ainsi vêtu, il faut bien que vous me dérobiez. Et comment vous dérober? Que sais-je? Vous pouvez-vous donc prendre de quoi entretenir l'état que vous portez? Moi, mon père, c'est que je joue. Et comme je suis fort heureux, je mets sur moi tout l'argent que je gagne. Mais c'est fort mal fait. Si vous êtes heureux au jeu, vous en devriez profiter et mettre à honnête intérêt l'argent que vous gagnez afin de le trouver un jour. Je voudrais bien savoir à quoi servent toutes ces extravagances dont vous voilà orné des pieds jusqu'à la tête. Il est bien nécessaire d'employer de l'argent à des chapeaux. Lorsque l'on peut porter les cheveux de son cru qui ne coûtent rien. Je vais gager qu'en chapeau et breloque, il y a là du moins 20 écus. Et 20 écus par année rapportent un écu 60 à ne les passer qu'à 8%. Vous avez raison. Laissons cela. Et parlons d'autres affaires. Je crois qu'ils se font signe l'un l'autre de me voler ma bourse. Que veulent dire ces gestes-là? Nous marchandons, mon frère et moi, à qui vous parlera le premier. Et nous avons tous deux quelque chose à vous dire. Et j'ai moi aussi quelque chose à vous dire à tous deux. C'est de mariage, mon père, que nous désirons vous parler. Et c'est de mariage aussi que je veux vous entretenir. Ah, mon père! Pourquoi ce cri? Est-ce le mot, ma fille, ou la chose qui vous fait peur? Mon père, le mariage peut nous faire peur à tous deux de la façon que vous pouvez l'entendre. Mais nous craignons que le sentiment ne soit pas d'accord avec votre choix. Un peu de patience, ne vous alarmez point. Je sais ce qu'il faut à tous deux. Et vous n'aurez ni l'un ni l'autre aucun lieu de vous plaindre de tout ce que je prétends faire. Et pour commencer par un bout, avez-vous vu, dites-moi, une jeune personne appelée Marianne qui ne loge pas loin d'ici? Oui, mon père. Et vous? J'en ai ouï parler. Comment, mon fils, trouvez-vous cette fille? Une fort charmante personne, Sa physionomie? toute honnête et pleine d'esprit. Son air et sa manière? Admirable, assurément. Ne croyez-vous pas qu'une fille comme cela mériterait assez que l'on songe à elle? Mais sans doute. Que ce serait un parti souhaitable? Très souhaitable. Qu'elle a toute la mine de faire un bon ménage? Assurément. Et qu'un mari aurait satisfaction avec elle? Oui, mon père. Il y a une petite difficulté, c'est que j'ai peur qu'il n'y ait pas avec elle tout le bien qu'on pourrait prétendre. Oh, mon père, le bien n'est pas à considérer lorsqu'il s'agit d'épouser
Une honnête personne. Pardonnez-moi, mais ce qu'il y a à dire, c'est que si l'on n'y trouve pas tout le bien qu'on souhaite, on peut tâcher de regagner cela sur autre chose. Cela s'entend, cela s'entend. Enfin, je suis bien aise de vous voir dans mes sentiments, car son maintien honnête et sa douceur m'ont gagné l'âme. Et je suis résolu de l'épouser pourvu que j'y trouve quelqu'un. Hein? Quoi? Mais vous êtes résolu, dites-vous! D'épouser Marianne? Mais qui vous? Oui, moi, je veux dire cela! Oh. Il m'a pris tout à coup un éblouissement. Et je me retire ici! Cela ne sera rien! Allez vite boire dans la cuisine un grand verre d'eau claire! Voilà de mes damoisons fluées qui n'ont pas plus de vigueur que les poules. Ah, c'est là, ma fille, ce que j'ai résolu pour moi. Quant à ton frère, je lui destine une certaine veuve dont ce matin on m'est venu parler. Et pour toi, je te donne au Seigneur Anselme. Au Seigneur Anselme? Oui, un homme mûr, prudent et sage, qui n'a pas plus de 50 ans et dont on vante les grands biens. Je ne veux point marier mon père, s'il vous plaît. Et moi, ma petite fille, mamie, je veux que vous vous mariez, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, mon père. Je vous demande pardon, ma fille. Je suis très humble servante au Seigneur Anselme, mais avec votre permission, je l'épouserai point. Je suis votre très humble valet, mais avec votre permission, vous l'épouserez dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir. Cela ne sera pas, mon père. Cela sera, ma fille. Non. Non, si. Non, vous dis-je. Si, vous dites. C'est une chose, vous ne me réduirez point. C'est une chose où je te réduirai. Je me tuerai plutôt que d'épouser un tel mari. Tu ne te tueras point, tu l'épouseras. Mais voyez quelle audace, a-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son père? A-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte? C'est un parti où il n'y a rien à redire, et je gage que tout le monde approuvera mon choix. Et moi je gage qu'il ne saurait être approuvé d'aucune personne raisonnable. Oh. Tiens, voilà Valère, veux-tu qu'entre nous deux nous le fassions juge de cette affaire? J'y consens. Te rendras-tu à son jugement? Oui, j'en passerai par ce qu'il dira. Ici Valère, nous t'avons élu pour nous dire qui a raison de ma fille ou de moi. C'est vous, monsieur, sans contredit. Sais-tu bien de quoi nous parlons? Non. Mais vous ne sauriez avoir tort et vous avez toute raison. Je veux ce soir lui donner pour époux un homme aussi riche que sage. Et la coquine me dit tonner qu'elle se moque de le prendre. Que dis-tu de cela? Comment? Ce que j'en dis. Oui. Quoi? Je dis que dans le fond, je suis de votre sentiment. Et il ne se peut pas que vous n'ayez raison. Mais aussi, n'a-t-elle pas tort tout à fait? Comment? Le Seigneur Anselme est un parti considérable. C'est un gentilhomme qui est noble, doux, posé, sage et fort accommodé. Et auquel il ne reste aucun enfant d'un premier mariage. Serait-elle mieux rencontrée? Cela est vrai. Mais elle pourrait vous dire que c'est un peu précipiter les choses. Et qu'il faudrait au moins quelques temps pour voir si son inclination pourra s'accommoder. Non, c'est une occasion qu'il faut prendre vite aux cheveux. Je trouve ici un avantage qu'ailleurs je ne trouverai pas. Et il s'engage à la prendre sans dot. Sans dot. Je ne dis plus rien. Voyez-vous, voilà une raison tout à fait convaincante. Il se faut rendre à cela. C'est pour moi une épargne considérable. Assurément, cela ne ressent pas de contradiction. Il est vrai que votre fille vous peut représenter que le mariage est une plus grande affaire qu'on ne peut croire. Qu'il y va d'être heureux ou malheureux toute sa vie. Et qu'un engagement qui doit durer jusqu'à la mort ne doit jamais se prendre qu'avec de grandes précautions. Sans dot! Vous avez raison. Voilà qui décide tout, cela s'entend. Il y a des gens qui pourraient vous dire qu'en de telles occasions, l'inclination d'une fille est sans doute une chose où on doit avoir de l'égard. Et que cette grande inégalité d'âge, d'humeur et de sentiment rend un mariage sujet à des accidents très fâcheux. Sans dot! Il n'y a pas de réplique à cela. On le sait bien, qui diantre peut aller la contre. Ce n'est pas qu'il y ait quantité de pères qui aimeraient mieux ménager la satisfaction de leur fille que l'argent qu'ils pourraient donner, qui ne voudraient point les sacrifier à l'intérêt, et chercheraient plus que toute autre chose à mettre dans un mariage cette douce conformité qui sans cesse maintient l'odeur. Il est vrai. Sans doute, le moyen de résister à une raison comme celle-là, cela ferme la bouche à tout. Ouais, il me semble que j'entends des bruits. N'est-ce pas qu'on en voudra mon argent? Ne bougez, je reviens tout à l'heure. Vous moquez-vous, Valère, de lui parler comme vous faites?
c'est pour ne point les grir et pour en venir mieux à bout. Heurter de fond ses sentiments est le meilleur moyen de tout gâter. Il y a certains esprits qu'on ne peut prendre qu'en biaisant, des tempéraments ennemis de toute résistance, des naturels rétifs que la vérité fait cabrer, qui toujours se raidissent contre le droit chemin de la raison, qu'on ne mène qu'en tournant où on veut les conduire. Faites semblant de consentir à ce qu'il veut, et vous en viendrez mieux à vos fins. Mais ce mariage, Valère! On cherchera des biais pour le rompre. Mais quelle invention trouver s'il se doit conclure ce soir? Il faut demander un délai, et feindre quelques maladies. En découvrir à la fin si l'on appelle des médecins. Oh, vous moquez-vous, y connaissent-ils quelque chose? Allez, vous pourrez avoir avec quel mal il vous plaira, et ils vous trouveront toujours des raisons pour vous dire d'où cela vient. Ce n'est rien, Dieu Enfin, merci. notre dernier recours, belle Élise, c'est que la fuite nous peut mettre à couvert de tout. Et si votre amour est capable d'une fermeté... Oui! Il faut qu'une fille obéisse à son père. Elle ne doit point regarder comme un mari est fait. Et lorsque la grande raison de sang dot s'y rencontre, elle doit être prête à prendre tout ce qu'on lui donne. Bon, voilà bien parlé, cela. Monsieur, je vous demande pardon si je m'emporte un peu et prends la hardiesse de lui parler comme je fais. Comment? J'en suis ravi. Je veux que tu prennes sur elle un pouvoir absolu. Oui, tu as beau fuir. Je lui donne l'autorité que le ciel me donne sur toi. Et j'entends que tu fasses tout ce qu'il te dira. Après cela, résistez à mes remontrances. Monsieur, je vais la suivre pour lui continuer le saut que je lui faisais. Oui, certes. Il est bon de lui tenir un peu la bride haute. Hein. Oui, cela Si on était prêt en paix, je crois que je reviendrai à vous. Fais, je m'en vais faire un petit tour en ville et reviens tout à l'heure. Oui, l'argent est plus précieux que toutes les choses du monde. Et vous devez rendre grâce au ciel de l'honnête homme de père qu'il vous a donné. Il sait ce que c'est que de vivre. Lorsqu'on s'offre de prendre une fille sans dot, on ne doit pas regarder plus avant. Et tout est renfermé là-dedans. Et sans dot, il y a un lieu de beauté, de naissance, d'honneur, de sagesse et de probité. Oh, le brave garçon. Voilà parler comme un oracle. Heureux qu'il peut avoir un domestique de la sorte. Ah, traîtresse que tu es! Où t'es-tu donc allé fourrer? Ne t'avais-je pas donné ordre Oui, de... monsieur, mais je m'étais rendu ici pour vous attendre de pied ferme. Et monsieur, votre père, le plus malgracieux des hommes, m'a chassé dehors malgré moi, et j'ai couru le risque d'être battu. Comment va notre affaire? Les choses me pressent plus que jamais. Et depuis que je t'ai vu, j'ai découvert que mon père est mon rival. Votre père amoureux? Oui, et j'ai eu toutes les peines du monde à lui cacher le trouble où cette nouvelle m'a mis. Lui se mêler d'aimer? Mais de quoi diable s'avise-t-il? Se moque-t-il du monde? L'amour a-t-il été fait pour un homme bâti comme lui? Il a fallu pour mes péchés que cette passion lui soit venue en tête. Mais par quelle raison lui faire un mystère de votre amour? Ah, pour lui donner moins de soupçons et me conserver au besoin des ouvertures plus aisées pour détourner ce mariage. Quelle réponse t'a-t-on faite? Ah, ma foi, monsieur, ceux qui empruntent sont bien malheureux. Et il faut parfois essuyer d'étranges choses lorsqu'on en est réduit à passer comme vous par les mains de Fesse Mathieu. L'affaire ne se fera point. Pardonnez-moi. Notre maître Simon, le courtier qu'on nous a donné, homme agissant et plein de zèle, dit qu'il a fait rage pour vous et il assure que votre seule physionomie a gagné le cœur. Ah, j'aurai les 15 000 écus que je demande. Oui, oui. Il y a quelques petites conditions qu'il faudra que vous acceptiez si vous avez dessein que les choses se fassent. T'a-t-il fait parler à celui qui doit prêter l'argent? Ah, vraiment, cela ne va pas de la sorte. Il apporte encore plus de soin à se cacher que vous. Et ce sont des mystères bien plus grands que vous ne pensez. On ne peut point du tout dire son nom. Et on doit aujourd'hui la boucher avec vous dans une maison empruntée pour être instruit par votre bouche de votre bien et de votre famille. Et je ne doute point que le seul nom de votre père ne rende les choses faciles. Et principalement ma mère étant morte, dont on ne peut m'ôter le bien. Voici quelques articles qu'il a lui-même dictés à notre entremetteur pour vous être montrés avant que de rien faire. Supposez que le prêteur voit toutes ces sûretés et que l'emprunteur soit majeur et d'une famille où le bien soit ample, solide, assuré clair et net de tout embarras,
On fera une bonne et exacte obligation par devant un notaire, le plus honnête homme qu'il se pourra, et qui pour cet effet sera choisi par le prêteur, auquel il importe le plus que l'acte soit dûment dressé. Il n'y a rien à dire à cela. Le prêteur, pour ne charger sa conscience d'aucun scrupule, prétend ne donner son argent qu'à 5%. 5%? Parbleu, voilà qui est honnête. Il n'y a pas lieu de se plaindre. Il est vrai. Oh. Mais comme le dit prêteur, n'a pas chez lui la somme dont il est question. Et que pour faire plaisir à l'emprunteur, il est contraint lui-même de l'emprunter d'un autre à 20%. Il conviendra que le dit premier emprunteur paye cet intérêt sans préjudice du reste, attendu que ce n'est que pour l'obliger que le dit prêteur s'engage à cet emprunt. Mais comment diable? Quel juif, quel arabe est cela? C'est un prêt à 25%. Il est vrai, c'est ce que j'ai dit et vous avez à voir là-dessus. Mais que veux-tu que je voie? J'ai besoin d'argent. Il faut bien que je consente à tout. C'est la réponse que j'ai faite. Et il y a encore quelque chose. Ce n'est plus qu'un petit article. Des 15 000 écus qu'on demande, le prêteur ne pourra compter en argent que 14 000 écus. Et pour les 1000 restants, il faudra que l'emprunteur prenne les hardes, nippes et bijoux dont s'ensuit le mémoire, et que le dit prêteur a mis de bonne foi au plus modique prix qui lui a été possible. Mais que veut dire cela? Écoutez le mémoire. Premièrement, un lit de 4 pieds à bande de point de Hongrie, appliqué fort proprement sur un drap de couleur d'olive, avec 6 chaises et la courte pointe de même, le tout bien conditionné et doublé d'un petit taffetas changeant rouge et bleu, plus un pavillon à queue d'une bonne serge de rose sèche avec le mollet et les franges de soie. Mais que veut-il que je fasse de cela? Alors, attendez, plus une tenture de tapisserie des amours de Gombo et de Massy. Plus une grande table de noyer. Mais que j'ai à faire, morbleu? Avec des piliers tournés qui se tirent par les deux bouts et garnis par le dessous de ces escaliers. Alors, plus 3 gros mousquets, tout garnis de nacre, avec les 3 fourchettes assortissantes, plus un fourneau de briques, avec 2 cornues et 3 récipients, fort utiles à ceux qui sont curieux de distiller. Oh, j'orage! Oh, 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 Plus un luth de Bologne garni de toutes ces cordes où peu s'en faut. Plus un trou madame. Un trou madame. Et un damier avec un jeu de loi renouvelé des grecs, fort propre à passer le temps lorsque l'on n'a que faire. Une peau d'un lézard de 3 pieds et demi, garnie de foin. Curiosité agréable pour peindre au plancher d'une chambre. Le tout
ci-dessus mentionné. Alors, valant loyalement plus de 1600 écus et rabaissé à la valeur de 1000 écus par la discrétion du prêteur. Mais que la peste l'étouffe avec sa discrétion! Le traître, le bourreau qu'il est! A-t-on jamais parlé de mesures semblables? N'est-il pas content du furieux intérêt qu'il exige, sans vouloir encore m'obliger à prendre pour 1000 écus, les vieux gâtons qu'il ramasse? Je n'aurai pas 200 écus de tout cela. Et cependant, il faut bien me résoudre à consentir à ce qu'il veut, car il est en état de me faire tout accepter. Il me tient le scélérat, le poignard sur la gorge. Je vous vois, monsieur, ne vous en déplaise. Dans le grand chemin, justement, que tenait Panouche pour se ruiner. Prenant argent d'avance, achetant cher, vendant à bon marché et mangeant son blé en herbe. Que veux-tu? Voilà où les jeunes gens sont réduits par la maudite avarice des pères. Et on s'étonne après cela que les fils souhaitent qu'ils meurent. Il faut avouer que le vôtre animerait contre sa vilanie le plus posé homme du monde. Ah, je n'ai pas, Dieu merci, les inclinations fort patibulaires. Mais parmi mes consoeurs que je vois se mêler de beaucoup de petits commerces, je sais tirer adroitement mon épingle du jeu et me démêler prudemment de toutes les galanteries qui mènent à la potence. Mais à vous dire vrai, il me donnerait par ses procédés des tentations de le voler, et je croirais en le volant faire une action méritoire. Ah, donne-moi un peu ce mémoire que je le vois encore. Ah, monsieur, voilà, j'ai là une demande. Oui, monsieur, il s'agit d'un jeune homme qui a besoin d'argent. Ses affaires le pressent d'en trouver et il en passera par tout ce que vous en prescrirez. Mais croyez-vous, maître Simon, qu'il n'y a rien à péricliter? Et savez-vous le nom, les biens, et la famille de celui pour qui vous parlez? Non, je ne puis pas bien vous en instruire à fond, et ce n'est que par aventure que l'on m'a adressé à lui. Mais vous serez de toutes choses éclairci par lui-même, hein? Son assistante m'a assuré que vous serez content. Quand vous le connaîtrez. Tout ce que je saurais vous dire, c'est que sa famille est fort riche, qu'il n'a plus de mère déjà, et qu'il s'obligera, si vous le voulez, à ce que son père mourra avant qu'il soit 8 mois. C'est quelque chose que cela. La charité, maître Simon, nous oblige à faire plaisir aux personnes lorsque nous le pouvons. Ah, cela s'entend. Je veux dire ceci, voici votre père qui parle à notre maître Simon. Aurait-on appris qui je suis? Et serais-tu femme à me trahir? Ah, vous êtes bien pressé. Qui vous a dit que c'était séant? Ce n'est pas moi, monsieur, au moins, qui ai découvert votre nom et votre logis. Mais à mon avis, il n'y a pas grand mal à cela. Ce sont des personnes discrètes. Et vous pouvez ici vous expliquer ensemble. Monsieur, et à personne qui veut vous emprunter les 15 000 écus dont je vous ai parlé. Ah, là, comment on fait? C'est toi qui t'amuses dans cette... Oh, Mais c'est vous qui vous portez à ces honteuses actions! C'est toi qui te veux ruiner par les emprunts si condamnables! C'est vous qui vous portez à des usures si criminelles! Osez bien après cela paraître devant moi! Osez-vous bien après cela vous présenter aux yeux du monde! N'as-tu point honte, dis-moi, d'en venir à cette ébauche-là, de te précipiter dans des dépenses effroyables et de faire une honteuse dissipation du bien que tes parents ont amassé avec tant de sueur? Ne rougissez-vous point de déshonorer votre condition par les commerces que vous faites, de sacrifier gloire et réputation au désir insatiable d'entasser écus sur écus et de renchérir en fait d'intérêt sur les plus infâmes subtilités qu'aient jamais inventé les plus célèbres usuriers. Ôte-toi les yeux, coquin, ôte-toi les yeux! Qui est le plus criminel à votre avis? Ou bien celui qui achète un argent dont il a besoin, ou bien celui qui vole un argent dont il n'a que Retire pas ce nez, ne me chauffe pas les oreilles! Je ne suis pas fâché de cette aventure, et ce m'est un avis que de tenir l'œil plus que jamais sur toutes ces actions. Ah, attendez un moment, je vais revenir vous parler. Il est à propos que je fasse un petit tour à mon argent. L'aventure est tout à fait drôle. Il faut qu'il ait quelque part un ample magasin de hardes, car nous n'avons rien reconnu aux mémoires que nous avons. Ah, c'est toi, ma pauvre la flèche. D'où vient cette rencontre? Bonjour, Frosine. Que viens-tu faire ici? Ce que je fais partout ailleurs, m'entremettre d'affaires, me rendre serviable aux gens,
et profiter du mieux qu'il m'est possible des petits talents que je puis avoir. Tu sais que dans ce monde, il faut vivre d'adresse, et qu'aux personnes comme moi, le ciel n'a donné d'autre rente que l'intrigue et que l'industrie. As-tu quelques négoces avec le patron du logis? Oui, je suis une affaire avec lui dont j'espère tirer un bon prix. De lui? Ma foi, tu seras bien fine si tu en tires quelque chose. Je te donne avis que l'argent séant est fort cher. Il y a de certains services qui rapportent merveilleusement. Tu ne connais pas encore le Seigneur Harpagon. Le Seigneur Harpagon est de tous les humains, l'humain le moins humain, le mortel de tous les mortels, le plus dur et le plus serré. Il n'est point de service qui ne pousse sa reconnaissance jusqu'à lui faire ouvrir les mains à de l'estime, de la bienveillance, de la louange, en parole et de l'amitié, autant qu'il vous plaira. Mais de l'argent, point d'affaire. Il n'est rien de plus sec et de plus aride que ses bonnes grâces et ses caresses. Et donner est un mot pour qu'il attende l'aversion, qu'il ne dit jamais « je vous donne ». Non, non, je vous prête le bonjour. Mon Dieu, je sais traire les hommes. J'ai le secret de m'ouvrir leur tendresse, de chatouiller leur cœur et de trouver les endroits par où ils sont sensibles. Bagatelle ici. Je te défie d'attendrir du côté de l'argent l'homme dont il est question. Il est pingre là-dessus, mais d'une pingrerie à désespérer tout le monde. Et l'on pourrait crever qu'il n'en branlerait pas. En un mot, il aime l'argent plus que réputation, plus que vertu, plus qu'honneur. Et la simple vue d'un demandeur lui donne des convulsions. Non, c'est le frapper par son endroit mortel, c'est lui percer le cœur, c'est lui arracher les entrailles. Il revient, je me retire. Tout va comme il faut. Eh bien, qu'est-ce, Frosine? Mon Dieu, que vous vous portez bien, que vous avez là un vrai visage de santé. Tu vois? Jamais je ne vous vis un teint si frais et si gaillard. Tout de bon. Comment de votre vie vous n'avez été si jeune que vous êtes? Et je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. Ouais, cependant, Frosine, j'en ai 60 bien comptés. Eh bien, qu'est-ce que cela, 60 ans? Voilà bien de quoi. C'est la fleur de l'âge, cela. Et vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme. Il est vrai, mais 20 années de moins pourtant ne me feraient point de mal, que je crois. Vous moquez-vous? Vous n'avez pas besoin de cela. Vous êtes d'une pâte à vivre jusqu'à 100 ans. Tu le crois? Mais assurément, vous en avez toutes les mains. Oh. Prenez-vous un peu. Oh, que voilà bien là, entre vos deux yeux, un signe de longue vie. Tu te connais à cela? Mais assurément. Montrez-moi votre main. Ah, mon Dieu. Ah, quelle ligne de vie. Comment? Mais ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne-là? Eh bien, qu'est-ce que cela veut Mais dire? je disais 100 ans, mais vous dépasserez les 120. Est-ce possible? Il faudra vous assommer, vous dis-je, et vous mettrez en terre et vos enfants et les enfants de vos enfants. Tant mieux. Comment va notre affaire? Faut-il le demander? Et me voit-on m'aider de rien dont je ne vienne à bout? J'ai, surtout pour les mariages, un talent merveilleux. Et il n'est point de parti au monde que je ne trouve en peu de temps le moyen d'accoupler. Je crois, si je me l'étais mis en tête, que je marierais le Shah d'Iran et le Premier ministre israélien. Il n'y avait sans doute pas de si grande difficulté à cette affaire-ci. Comme j'ai commerce chez elle, je les ai à fond, l'une et l'autre, entretenues de vous. Et j'ai dit à la mère le dessin que vous aviez conçu pour Marianne, à la voir passer dans la rue et prendre l'air à la fenêtre. Oui, qui a fait réponse? Elle a reçu la proposition avec joie. Et quand je lui ai témoigné que vous souhaitiez fort que sa fille assistât ce soir au contrat de mariage qui se doit faire de la vôtre, elle y a consenti sans peine et me l'a confié pour cela. Oui, c'est que je suis obligé de donner à souper au seigneur Anselme. Ah, vous avez Je raison. serais bien aise qu'elle soit du régal. Oui, vous avez raison. Elle doit après dîner rendre visite à votre fille. D'où elle fait son compte d'aller faire un tour à la foire pour venir ensuite au souper. Eh bien, elles iront ensemble dans ma Jaguar que je leur prêterai. Voilà justement son affaire. Mais, Frosine, as-tu entretenu la mère, touchant le bien qu'elle peut donner à sa fille? Lui as-tu dit qu'il fallait qu'elle fît quelque fort, qu'elle se signât pour une occasion comme celle-ci? Car encore n'épouse-t-on point une fille sans qu'elle apporte quelque chose. Mais
Comment? Mais c'est une fille qui vous apportera 4000 écus de rente. 4000 écus de rente? Ah. Premièrement, elle est élevée dans une grande épargne de bouche. C'est une fille accoutumée à vivre de salade, de lait, de fromage, de pommes, et à laquelle, par conséquent, il ne faudra ni table bien servie, ni consommés exquis, ni orge mondée perpétuelle, ni les autres délicatesses qu'il faudrait pour une autre femme. Et cela ne va pas à si peu de choses, qui ne montent bien tous les ans à 1000 écus pour le moins. Outre cela, elle n'est curieuse que d'une propreté fort simple, et n'aime point les superbes habits, ni les riches bijoux, ni les meubles somptueux ou d'un de ses pareils avec tant de chaleur. Et cet article-là vaut plus de 1300 écus par an. De plus, elle a une aversion horrible pour le jeu, ce qui est peu commun aux femmes d'aujourd'hui. J'en sais une de nos quartiers qui a perdu à 30 et 40 8000 écus cette année. Mais n'en prenons rien que le quart. 2000 écus au jeu par an, 1300 écus en habits et bijoux, et cela fait plus de 3000 écus. Et 1000 écus que nous mettons pour la nourriture, ne voilà-t-il pas par année vos 4000 écus bien comptés? Oui, oui, cela n'est pas mal. Mais ce compte-là n'est rien de réel. Pardonnez-moi, n'est-ce pas quelque chose de réel que d'apporter en mariage une grande sobriété, l'héritage d'un grand amour de simplicité de parure et l'acquisition d'un grand fond de haine pour le jeu? C'est une raillerie que de vouloir me constituer sa dot de toutes les dépenses qu'elle ne fera point. Et je n'irai pas de l'équitance de ce que je ne reçois pas. Et il faut bien que je touche quelque chose. Mais mon Dieu, vous toucherez assez. Elles m'ont parlé d'un certain pays où elles ont du bien dont vous serez le maître. Il faudra voir cela. Mais, Frosine, il y a encore une chose qui m'inquiète. La fille est jeune, comme tu vois. Et les jeunes gens d'ordinaire n'aiment que leurs semblables, ne cherchent que leur compagnie. J'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût, et que cela ne vienne à produire chez moi certains petits désordres qui ne m'accommoderaient pas. Ah, que vous la connaissez mal. C'est encore une particularité que j'avais à vous dire. Elle a une aversion épouvantable pour tous les jeunes gens. Et n'a de l'amour que pour les vieillards. Oui, elle. Je voudrais que vous l'eussiez entendu parler là-dessus. Elle ne peut souffrir du tout la vue d'un jeune homme. Mais elle n'est point plus ravie, dit-elle, lorsqu'elle peut voir un beau vieillard avec une barbe majestueuse. Les plus vieux sont pour elle les plus charmants. Et je vous avertis de n'aller pas vous faire plus jeune que vous êtes. Elle veut tout au moins que l'on soit sexagénaire. Et il n'y a pas 4 mois encore qu'étant prête d'être mariée, elle rompit tout net le mariage sur ce que son amant fit voir qu'il n'avait que 56 ans et ne prit point de lunettes pour signer le contrat. Sur cela seulement? Oui, sur cela. Elle dit que ce n'est pas contentement pour elle que 56 ans. Et surtout, elle est pour l'aîné qui porte des lunettes. Ah, certes, tu me dis là une chose toute nouvelle. Cela va plus loin qu'on ne vous peut dire. On lui voit dans sa chambre quelques tableaux, quelques estampes. Mais que pensez-vous que ce soit? Des Adonis, des Céphales, des Paris, des Apollons? Non. De beaux portraits de Saturne, du roi Priam, du vieux Nestor et du bon père Anchise sur les épaules de son fils. Ah, voilà qui est admirable. Voilà ce que je n'aurais jamais pensé. Et je suis bien aise d'apprendre qu'elle est de cette humeur. En effet, si j'avais été femme, je n'aurais point aimé les jeunes hommes. Ah, je le crois bien. Voilà de belles drogues que des jeunes gens pour les aider. Ce sont de beaux morveux, de beaux godelureaux pour donner envie de leur peau. Et je voudrais bien savoir quel ragoût il y a. Pour moi, je n'y en comprends point. Et je ne sais comment il y a des femmes qui les aiment tant. Il faut être folle fieffée, trouver la jeunesse aimable, et savoir le sens commun. Sont-ce des hommes que des jeunes blondins? Et peut-on s'attacher à ces animaux-là? C'est ce que je dis tous les jours, avec leur ton de poule l'été, leurs 3 petits brins de barbe, leurs chapeaux extravagants et leurs pantalons moulants. Cela est bien bâti auprès d'une personne comme vous. Voilà un homme, cela. Il y a là de quoi satisfaire à la vue. Et c'est ainsi qu'il faut être fait et vêtu pour donner de l'amour. Ah, tu me trouves bien. Comment? Vous êtes un ravi. Votre figure est un peintre. Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Il ne se peut pas mieux. Je vous vois marcher.
Voilà un corps taillé, libre et dégagé comme il faut, et qui ne marque aucune incommodité. Je n'en ai pas de grande, Dieu merci. Il n'y a que ma fluxion qui me prend de temps en temps. Cela n'est rien. Votre fluxion ne vous fait point mal. Et vous avez grâce à tousser. Mais Frosine, Marianne ne m'a-t-elle point encore vu? N'a-t-elle point pris garde à moi en passant? Non, mais nous nous sommes fort entretenus de vous. Je lui ai fait un portrait de votre personne et je n'ai pas manqué de lui vanter votre mérite et l'avantage que ça lui serait d'avoir un mari comme vous. Ah, tu as raison, tu m'as bien fait plaisir. J'aurais, monsieur, une petite prière à vous faire. J'ai un procès que je suis sur le point de perdre faute d'un peu d'argent. Et vous pourriez facilement me procurer le gain de ce procès si vous aviez quelque bonté pour moi. Oh, vous ne sauriez croire le plaisir qu'elle aura de vous voir. Ah, que vous lui plairez. Et que votre joli col club fera sur son esprit un effet admirable. Et surtout, oh, elle sera charmée de votre gilet, de votre pochette. Mais c'est pour la rendre folle de vous. Et un amant de votre style sera pour elle un ragoût merveilleux. Ah, certes, tu me ravis de me dire cela. En vérité, monsieur, ce procès m'est d'une conséquence tout à fait grande. Je suis ruinée si je le perds, et quelques petites assistances me rétabliraient mes affaires. Je voudrais que vous eussiez vu le ravissement où elle était à m'entendre parler de vous. La joie éclatait dans ses yeux au récit de vos qualités, et je l'ai mise enfin dans une impatience extrême de voir ce mariage entièrement conclu. Ah, tu m'as fait grand plaisir, Frosine, et je t'en ai, je te l'avoue, toutes les obligations du monde. Je vous prie, monsieur, de me donner le petit secours que je vous demande. Cela me remettra sur pied, je vous serai éternellement obligé. Adieu, je vais achever mes dépêches. Je vous assure, monsieur, que vous ne sauriez jamais me soulager dans un pareil besoin. Oui, non, mais je mettrai hâte que ma Jaguar soit toute prête pour vous mener à la foire. Je ne vous importunerai pas si je ne m'y voyais forcé par la nécessité. Et j'aurai soin pour de bonheur pour ne vous pas malade. Ne me refusez pas la grâce dont je vous sollicite. Oh, vous Non, sauriez je m'en vais, voilà qu'on m'appelle, jusqu'à tantôt. Que la fièvre te serre, chien de vilain à tous les diables. Le ladre a été ferme à toutes mes attaques. Mais il ne me faut pourtant pas quitter la négociation. J'ai l'autre côté, en tout cas, d'où je suis sûre de tirer bonne récompense. Et règle à chacun son emploi. Approchez, Dame Claude. Commençons par vous. Bon, voilà les armes à la main. Je vous commets au soin de nettoyer partout. Et surtout, prenez garde de ne point frotter les meubles trop fort, de peur de les user. Très bien, monseigneur. Outre cela, je vous constitue pendant le souper au gouvernement des bouteilles. Et s'il s'en écarte quelqu'une et qu'il se casse quelque chose, je m'en prendrai à vous et le rabattrai sur vos gages. Châtiment politique. Allez, vous, brin d'avoine, et vous, la merluche, je vous établis dans la charge de rincer les verres et de donner à boire. Mais seulement lorsque l'on aura soif. Et non pas selon la coutume de certaines impertinentes de servantes qui viennent provoquer les gens et les faire aviser de boire lorsqu'on n'y songe pas. Attendez qu'on vous en demande plus d'une fois. Et vous vous ressouvenez de toujours porter beaucoup d'eau. Oui, le vin pur monte à la tête. Quitterons-nous nos tabliers, monsieur? Oui, quand vous verrez venir les personnes. Et gardez-vous bien de gâter vos habits. Mais vous saurez bien, monsieur, qu'un des devants de ma chemise est couvert d'une grande tache de l'huile de la lampe. Et que moi, monsieur, j'ai mon pantalon tout troué par derrière et qu'on me voit révérence par là. Hé! Rangez cela adroitement du côté de la muraille. Et présentez toujours le devant au monde. Et vous, tenez toujours votre chapeau. Ainsi, lorsque vous servirez. Quant à vous, ma fille, vous aurez l'œil sur tout ce que l'on desservira et prendrez garde qu'il ne s'en fasse aucun dégât. Cela sied bien aux filles.
Mais cependant, préparez-vous à bien recevoir ma maîtresse, qui vous doit venir visiter et vous mener avec elle à la foire. Entendez-vous ce que je vous dis? Oui, mon père. Quant à vous, mon fils le damoiseau, à qui j'ai la bonté de pardonner l'histoire de tantôt, vous n'allez pas aviser non plus de lui faire mauvais visage. Moi, mon père, mauvais visage, et par quelle raison? Mon Dieu, on sait le train des enfants dont les pères se remarient, et de quel œil ils ont coutume de regarder ce qu'on appelle belle-mère. Mais si vous souhaitez que je perde le souvenir de votre dernière fronelle, je vous recommande de régaler d'un bon visage cette personne-là, et de lui faire enfin tout le meilleur accueil qu'il vous sera possible. Pour vous dire le vrai, mon père, je ne puis pas vous promettre d'être bien aise qu'elle devienne ma belle-mère. Je mentirais si je vous le disais. Mais pour ce qui est de la bien recevoir et de lui faire bon visage, je vous promets de vous obéir ponctuellement sur ce chapitre. Vous ferez sagement. Alors vous verrez que vous n'aurez pas sujet de vous en plaindre. Prenez-y garde au moins. Valère, aide-moi ceci. Au sein, maître Jacques, approchez-vous. Vous avez gardé pour le dernier. Est-ce à votre chauffeur ou bien à votre cuisinier que vous voulez parler, car je suis l'un et l'autre? C'est à tous les deux. Attendez donc, s'il vous plaît. Quel diantre de cérémonie est-ce là? Vous n'avez qu'à parler. Je me suis engagé, maître Jacques, à donner ce soir à souper. Grande merveille! Dis-moi un peu, nous fera-tu bonne chère? Oui, si vous me donnez bien de l'argent. Ah! Que diable de l'argent! Il semble qu'ils n'ont autre chose à dire. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Ah, ils n'ont que ce mot à la bouche. De l'argent. Toujours parler d'argent. Voilà leur épée de chevet. De l'argent. Je n'ai jamais vu de réponse plus impertinente que celle-là. Voilà une belle merveille que de faire bonne chère avec bien de l'argent. C'est une chose la plus aisée du monde, et il n'y a si pauvre esprit qui n'en fit bien autant. Mais pour agir en habile homme, il faut parler de faire bonne chère avec peu d'argent. Bonne chère avec peu d'argent. Oui. Par ma foi, monsieur l'intendant, vous nous obligerez de nous faire voir ce secret. Et de prendre mon office de cuisinier, aussi bien mêlez-vous séant d'être le factotum. Taisez-vous! Qu'est-ce qu'il nous faudra? Voici monsieur votre intendant qui vous fera bonne chère pour peu d'argent. Ah, je veux que tu me répondes. Combien serez-vous de gens à table? 8 ou 10. Mais il ne faut prendre que pour 8. Quand il y a à manger pour 8, il y en a bien pour 10. Cela s'entend. Eh bien, il nous faudra 4 grands potages bien garnis et 5 assiettes d'entrée. Potage, bisque, potage de perdrix au chou vert, potage de santé, potage de canard au navet, entrée, fricassée de volaille, tourte de pigeon, riz de veau, boudin blanc et morue. Ah, que diable, voilà pour traiter toute une ville entière. Gros, dans un grandissime bassin en pyramide, une grande longe de veau de rivière, 3 poulards de race, 3 faisans, 12 pigeons de volière, 12 poulets de grain, 6 lapins de garenne, 12 permots, 2 douzaines de cailles, 3 douzaines d'ortolans. Ah, tu manges tout mon bien. Entremets! Mais est-ce que vous avez envie de faire crever tout le monde? Et monsieur a-t-il invité les gens pour les assassiner à force de mangeaille? Allez-vous-en lire un peu les préceptes de la santé et demandez au médecin s'il n'y a rien de plus préjudiciable à l'homme que de manger avec excès. Il a raison, moi. Apprenez, maître Jacques, vous et vos pareils, que c'est un coupe-gorge qu'une table remplie de trop de viande. Et que pour bien se montrer ami de ceux que l'on invite, il faut que la frugalité règne dans les repas que l'on donne. Et suivant le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Ah, comme cela est bien dit. Oh, viens que je t'embrasse pour ce mot. C'est la plus belle sentence que j'ai entendue de ma vie. Il faut vivre pour manger. Et non, comment est-ce que tu dis? Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Ah oui, oui. Oh, entends-tu? Qui est le grand homme qui a dit cela? Je ne me souviens pas maintenant de son nom. Ah, souviens-toi de m'écrire ces mots. Je les veux faire graver en lettres d'or sur la cheminée de ma salle. Je n'y manquerai pas. Pour votre souper, vous n'avez qu'à me laisser faire. Je réglerai tout cela comme il faut. C'est fait. Tant mieux, j'en aurai moins de peine. Et il faudra de ces choses dont on ne mange guère et qui rassasient d'abord. Quelques bons haricots bien gras, avec quelques pâtés en pot bien garnis de marron. Reposez-vous sur moi. Maintenant, maître Jacques, il faut nettoyer ma jaguar. Attendez, ceci s'adresse au chauffeur. Oh! Vous dites? Qu'il faut nettoyer ma jaguar et la tenir prête pour conduire à la foire. Votre jaguar, monsieur? Mais elle n'est point en état de marche. Je ne dirais pas que les pneus sont usés, car nous roulerons bientôt sur les jambes. Et le moteur digère mal le semblant de carburant que vous nous obligez à mettre dans le réservoir. Et que me chantez-vous là? On ne s'en sert jamais. Les pneus ne peuvent pas être usés.
Ils étaient usés dès le premier jour. Ce sont de vieux regatons rechappés que vous n'avez pas payé 3 sous. Comment peut-on traiter une auto de la sorte? Cela me fend le cœur de voir cette Mark II dans cet état de délabrement. Elle a besoin d'une révision complète, monsieur. Allons, il s'agit juste d'aller jusqu'à la foire. Non, je n'ai pas le courage de la pousser jusque-là dans l'état où elle est. Elle ne grimpera même pas la côte avec son moteur sous fauteuil. Monsieur, j'obligerai le voisin le Picard à se charger de les conduire. Soit, j'aime encore mieux qu'elle rende l'âme sous la main d'un autre que sous la mienne. Maître Jacques fait bien raisonnable. Monsieur l'intendant fait bien le nécessaire. Monsieur, je ne saurais souffrir les flatteurs, et je vois que ce qu'il en fait, que ces contrôles perpétuels sur le pain, le vin, le bois, le sel, la chandelle, ne sont rien que pour vous gratter et vous faire sa cour. J'enrage de cela, et je suis fâché tous les jours d'entendre ce que l'on dit de vous. Car enfin, je me sens de la tendresse pour vous en dépit que j'en ai. Et après ma Julie, vous êtes la personne que j'aime le plus. Et pourrais-je savoir de vous, maître Jacques, ce que l'on dit de moi? Oui, si j'étais assuré que cela ne vous fâchât point. Non, en aucune façon, non. Pardonnez-moi, je sais fort bien que je vous mettrais en colère. Non, au contraire, c'est me faire plaisir. Et je suis bien aise d'apprendre comment on parle de moi. Monsieur, puisque vous le voulez, je vous dirai franchement qu'on se moque partout de vous, qu'on nous jette de tous côtés sans brocard à votre sujet, et que l'on n'est point plus ravi que de vous tenir au cul et aux choses, et de faire sans cesse des comptes de votre lésine. L'un dit que vous faites imprimer des almanachs particuliers où vous faites doubler les 4 temps et les vigiles afin de profiter des jeunes où vous obligez votre monde. L'autre, que vous avez toujours une querelle toute prête à faire à vos valets dans le temps des étrennes ou de leur sortie d'avec vous pour vous trouver une raison de ne leur donner rien. Celui-là ne compte qu'une fois vous fîtes assigner le chat d'un de vos voisins pour vous avoir mangé un reste de gigot de mouton. Celui-ci, que l'on vous surprit une nuit venant dérober vous-même l'essence de votre voiture, et que le chauffeur qui était celui d'avant moi vous donna dans l'obscurité je ne sais combien de coups de bâton dont vous ne voulûtes rien dire. Enfin, voulez-vous que je vous dise? On ne saurait aller nulle part où l'on ne vous entende accommoder de toutes pièces. Vous êtes la fable et la risée de tout le monde. Et jamais on ne parle de vous que sous le nom d'avare, de labre, de vilain et de fesse Mathieu. Vous êtes Je vous l'avais bien dit que je vous fâcherais de vous dire la vérité. Apprenez à parler. À ce que je puis voir, maître Jacques, on paye mal votre franchise. Morbleu, monsieur le nouveau venu qui fait homme d'importance, ce n'est pas votre affaire. Riez de vos coups de bâton quand on vous entendra, mais ne venez point rire des miens. Monsieur maître Jacques, ne vous fâchez pas, je vous prie. Il file doux, je veux faire le brave, et s'il est assez sot pour me craindre, le frotter quelque peu. Savez-vous bien, monsieur le rieur, que je ne ris pas, moi, et que si vous m'échauffez la tête, je vous ferai rire d'une autre sorte. Eh, doucement. Comment doucement? Il ne me plaît pas, moi. De grâce. Vous êtes un impertinent. Monsieur maître Jacques. Il n'y a point de monsieur maître Jacques qui vaille. Si je prends un bâton, je vous rosserai d'importance. Comment un bâton? Je ne parle pas de cela. Savez-vous bien, monsieur le fat, que je suis homme à brosser Je n'en doute pas. et que vous n'êtes pas tout potage qu'un fracas de cuisinier. Je le sais bien. Et que vous ne connaissez pas encore. Pardonnez-moi. Vous me rosserez, vous. Je le disais en raillant. Et ben moi, je prends point de goût à votre rêverie. Apprenez quand c'est un mauvais ailleurs. Peste soit la sincérité. C'est un mauvais métier. Désormais, j'y renonce. Je ne veux plus dire vrai. Passe encore pour mon oncle. Il a quelques droits de me battre. Mais pour ce monsieur l'intendant, je m'en vengerai si je puis. Savez-vous, maître Jacques, si votre maître est au logis? Oh oui, vraiment, il y est, je ne le sais que trop. Pouvez-vous lui dire que nous sommes ici? Ah, que je suis Frosine dans un étrange état. Et s'il faut vous dire ce que je sens, que j'appréhende cette vue. Mais pourquoi? Et quelle est votre inquiétude? Hélas, me le demandez-vous? Et ne vous figurez-vous point les alarmes d'une personne toute prête à voir le supplice où l'on veut l'attacher? Je vois bien que pour mourir agréablement, Harpagon n'est pas le supplice que vous voudriez embrasser. Et je vois à votre mine que le jeune blondin dont vous m'avez parlé vous revient un peu dans l'esprit. Oui, c'est une chose, Frosine, dont je ne veux pas me défendre. Et les visites respectueuses qu'il a rendues chez nous ont fait, je vous l'avoue, quelque effet dans mon âme. Mais avez-vous su quel il est? Non, je ne sais point quel il est. Mais je sais qu'il est fait d'un air à se faire aimer. Que si l'on pouvait mettre les choses à mon choix, je le prendrais plutôt qu'un autre. Et qui ne contribue pas peu à me faire trouver un tourment effroyable dans l'époux que l'on veut me donner.
Mon Dieu, tous ces blondins sont agréables et des bites fort bien leur fait. Mais la plupart sont gueux comme des rats. Et il vaut mieux pour vous de prendre un vieux mari qui vous donne beaucoup de bien. Je vous avoue que les sens ne trouvent pas si bien leur compte du côté que je dis, et qu'il y a quelques petits dégoûts à essuyer avec un tel époux. Mais cela n'est pas pour durer. Et sa mort, croyez-moi, vous mettra bientôt en état d'en prendre un plus aimable, qui réparera toutes choses. Mon Dieu, Frosine, c'est une étrange affaire lorsque pour être heureuse, il faut souhaiter ou attendre le trépas de quelqu'un. Et la mort ne suit pas tous les projets que nous faisons. Mais vous moquez-vous, vous ne l'épousez qu'aux conditions de vous laisser veuve bientôt. Ce doit être là un des articles du contrat. Et il serait bien impertinent de ne pas mourir dans 3 mois. Le voici en propre personne. Quelle figure! Ne vous offensez pas, ma belle, si je viens à vous avec des lunettes. Je sais que vos appâts frapasser les yeux sont assez visibles d'eux-mêmes et qu'il n'est pas besoin de lunettes pour les apercevoir. Mais enfin, c'est avec des lunettes qu'on observe les astres. Et je maintiens et garantis que vous êtes un astre, mais un astre, le plus bel astre qui soit dans le pays des astres. Elle ne répond mot et ne témoigne, ce me semble, aucune joie de me voir. C'est qu'elle est encore toute surprise. Et puis, les filles ont toujours honte à témoigner d'abord ce qu'elles ont dans l'âme. Tu as raison. Voilà, belle mignonne, ma fille qui vient vous saluer. Je m'acquitte bien tard, madame, d'une telle visite. Vous avez fait, madame, ce que je devais faire. C'était à moi de vous prévenir. Oui, qu'elle est grande, hein, mais mauvaise à proie toujours. Quel animal! Que dit la belle? Qu'elle vous trouve admirable. Ah, c'est trop d'honneur que vous me faites, adorable mignonne. Oh, l'homme déplaisant. Je vous suis trop obligé de ces sentiments. Je n'y puis plus tenir. Et voici mon fils aussi qui vous vient faire la révérence. Frosine, quelle figure! C'est justement lui dont je t'ai parlé. Oh, l'aventure est merveilleuse. Et je vois que vous vous étonnez de me voir de si grands enfants, mais je serai bientôt d'effet et de l'un et de l'autre. Faut dire le vrai, madame, c'était une aventure à laquelle je ne m'attendais pas. Et mon père ne m'a pas peu surpris lorsqu'il m'a dit tantôt le dessin qu'il avait formé. Je puis dire la même chose. C'est une rencontre imprévue qui me surprend autant que vous. Je n'étais point préparée à une pareille aventure. Il est vrai que mon père, madame, ne peut pas faire un plus beau choix, et que ce m'est une sensible joie que l'honneur de vous voir. Mais avec tout cela, je ne vous assurerai point que je me réjouis du dessein où vous pourriez être de devenir ma belle-mère. Le compliment, je vous l'avoue, est trop difficile pour moi. Et c'est un titre, s'il vous plaît, que je ne vous souhaite point. Ce discours paraîtra brutal aux yeux de quelques-uns, mais je suis assuré que vous serez personne à le prendre comme il faudra. Que c'est un mariage, madame, vous vous imaginez bien que je dois avoir de la répugnance, que vous n'ignorez pas, sachant ce que je suis, comme il choque mes intérêts. Et que vous voulez bien enfin que je vous dise, avec la permission de mon père, que si les choses dépendaient de moi, cet hymen ne se ferait point. Oh, voilà un compliment bien impertinent. Quelle belle confession à lui faire. Et moi, pour vous répondre, j'ai à vous dire que les choses sont fort égales. Que si vous auriez de la répugnance à me voir votre belle-mère, je n'en aurais pas moins, sans doute, à vous voir mon beau-fils. Ne croyez pas, je vous prie, que ce soit moi qui cherche à vous donner cette inquiétude. Je serais fort fâchée de vous causer du déplaisir. Et si je ne m'y vois contrainte par une puissance absolue, je vous donne ma parole que je ne consentirai point à ce mariage qui vous chagrine. Elle a raison. À son compliment, il faut une réponse de même. Je vous demande pardon, ma belle, de l'impertinence de mon fils. C'est un jeune sot qui ne sait pas encore la conséquence des paroles qu'il dit. Ce qu'il m'a dit ne m'a point du tout offensé, au contraire. Il m'a fait le plaisir de m'expliquer ainsi ses véritables sentiments. J'aime de lui un aveu de la sorte. S'il en avait parlé d'autre façon, je l'en estimerais bien, moi. Ah, c'est beaucoup de bonté à vous de vouloir ainsi excuser ses fautes. Le temps le rendra plus sage et vous verrez qu'il changera de sentiment. Non, mon père, je ne suis point capable d'en changer. Et je prie instamment, madame, de le croire. Mais voyez quelle extravagance, il continue encore plus fort. Voulez-vous que je trahisse mon cœur? Encore avez-vous envie de changer de discours? Eh bien, puisque vous voulez que je parle de notre façon, souffrez, madame, que je me mette ici à la place de mon père. Et que je vous avoue que je n'ai rien vu dans le monde de si charmant que vous. Que je ne conçois rien d'égal au bonheur de vous plaire, et que le titre de votre époux est une gloire, une félicité que je préférerais aux destinées des plus grands princes de la terre. Oui, madame, le bonheur de vous posséder est à mes regards la plus belle de toutes les fortunes.
Doucement, mon fils, s'il vous plaît! Pardonnez-moi, mon père. C'est un compliment que je fais pour vous. À madame. Mon Dieu, j'ai une langue pour m'exprimer moi-même et je n'ai pas besoin d'un procureur comme vous. Allons donner des ciels! Non, il vaut mieux que de ce pas nous allions à la fois, afin d'en revenir plus tôt et d'avoir tout le temps ensuite de vous entretenir. Qu'on approche la Jaguar! Je vous prie de m'excuser, ma belle, si je n'ai pas songé à vous donner un peu de collation avant que de partir. J'y ai pourvu, mon père. Et j'ai fait apporter ici quelques bassins d'oranges de la Chine, de citron doux et de confiture que j'ai envoyé quérir de votre part. Valère! Il a perdu le sens. Est-ce que vous trouvez, mon père, que ce ne soit pas assez? Madame aura la bonté d'excuser cela, s'il lui plaît. C'est une chose qui n'était pas nécessaire. Avez-vous jamais vu, madame, un diamant plus vif que celui que vous voyez que mon père au doigt? Il est vrai qu'il brille beaucoup. Il faut que vous le voyiez de plus près. Il est fort beau sans doute, et jette quantité de feu. Non, madame, il est en de trop belles mains. C'est un présent que mon père vous fait. Ouais. N'est-il pas vrai, mon père, que vous voulez que madame le garde pour l'amour de vous? Comment? Demande, il me fait signe de vous le faire accepter. Je ne veux point. Moquez-vous, il n'a de garde de le reprendre. Ouais. Non, vous dis-je l'offenser. De grâce. Pas du tout. Ce soir! Voilà qui se scandalise de votre Oh, honte. le coquin! Vous voyez qu'il se désespère. Traître! Oh, mon père, ce n'est pas ma faute. Je fais ce que je puis pour l'obliger à la garder. Mais elle est obstinée. Bandard! Vous êtes cause, madame, que mon père me querelle. Oh, le coquin! Vous le ferez tomber malade. De grâce, madame. Ne résistez pas davantage. Mieux que de façon, gardez la bague, puisque monsieur le veut. Eh bien, pour ne vous point mettre en colère, je la garde maintenant. Je prendrai un autre temps pour vous la rendre. Monsieur, il y a un homme qui veut vous parler. Dis-lui, je suis empêché que rien autrefois. Oh. Il dit qu'il vous apporte de l'argent. Je vous demande pardon, je reviens tout à l'heure. Mon père, vous Je suis mort. Oh. La traitesse assurément a reçu de l'argent de mes débiteurs pour me faire rompre le cou. Cela ne sera rien. Pardon, monsieur, je croyais bien Oui, faire la que viens-tu faire ici, Pandarde? Vous dire que votre jaguar a crevé. Eh ben qu'on l'emmène tout de suite chez le garagiste. Oh. En attendant qu'elle soit réparée, mon père, je vais faire pour vous les honneurs de votre logis. Et conduire madame dans le jardin, où je ferai porter la collation. Valère, et un peu l'œil à tout cela, et prends soin, je te prie, de m'en sauver le plus que tu pourras, pour le renvoyer au marchand. C'est assez. Oh, fils impertinent, as-tu envie de me ruiner? Rentrons ici. Nous serons beaucoup mieux. Il n'y a plus autour de nous personne de suspect. Et nous pouvons parler librement. Oui, madame. Mon frère m'a fait confidence de la passion qu'il a pour vous. Je sais les chagrins et les déplaisirs que sont capables de causer de pareilles traverses. Et c'est, je vous assure, avec une tendresse extrême que je m'intéresse à votre aventure. C'est une douce consolation que de voir dans ses intérêts une personne comme vous. Et je vous conjure, madame, de me garder toujours cette généreuse amitié, si capable de m'adoucir les cruautés de la fortune. Vous êtes par ma foi de malheureux gens l'un et l'autre. De ne m'avoir point avant tout ceci averti de votre histoire, je vous aurais sans doute détourné cette inquiétude et n'aurais point mené les choses où l'on voit qu'elles sont. Que veux-tu? C'est ma mauvaise destinée qui l'a voulu ainsi. Mais, belle Marianne, quelles résolutions sont les vôtres? Hélas, suis-je en pouvoir de faire des résolutions? Et dans la dépendance où je me vois, je ne puis former que des souhaits? Point d'autre appui pour moi dans votre cœur que de simples souhaits? Point de pitié officieuse? Point de secourable bonté? Point d'affection agissante? Que saurais-je vous dire? Mettez-vous en ma place et voyez ce que je puis faire. Aviser? Ordonner? Je m'en remets à vous. Et je vous crois bien trop raisonnable pour vouloir exiger de moi que ce qui peut m'être permis par l'honneur et la bienséance. Hélas, où ne réduisez-vous que de me renvoyer à ceux que voudront me permettre les fâcheux sentiments d'un rigoureux honneur et d'une scrupuleuse bienséance? Mais que voulez-vous que je fasse? Quand je pourrais passer sur quantité d'égards où notre sexe est obligé,
J'ai de la considération pour ma mère. Elle m'a toujours élevée avec une tendresse extrême. Je ne saurais me résoudre à lui donner du déplaisir. Faites, agissez auprès d'elle. Employez tous vos soins à gagner son esprit. Vous pourrez faire et dire tout ce qu'il vous plaira. Je vous en donne la licence. Et s'il ne tient qu'à me déclarer en votre faveur, je veux bien lui faire un aveu moi-même de tout ce que je sens pour vous. Frosine, ma pauvre Frosine, voudrais-tu nous servir? Faut-il le demander? Je le voudrais de tout mon cœur. Vous savez que de mon naturel, je suis assez humaine. Le ciel ne m'a point fait l'âme de bronze. Et je n'ai que trop de tendresse à rendre de petits services quand je vois des gens qui s'entraînent en tout bien et en tout honneur. Que pourrions-nous faire à ceci? Songe un peu, je te prie. Ouvre-nous des lumières. Trouve quelque invention pour rompre ce que tu as fait. Ceci est assez difficile. Pour votre mère, elle n'est pas tout à fait déraisonnable. Et peut-être pourrait-on la gagner et la résoudre à transporter au fils le don qu'elle veut faire au père. Mais le mal que j'y trouve, c'est que votre père est votre père. Cela s'entend. Oui, je veux dire qu'il conservera du dépit si l'on montre qu'on le refuse, et qu'il ne sera point d'humeur ensuite à donner son consentement à votre mariage. Il faudrait pour bien faire que le refus va de lui-même, et tâcher par quelques moyens de le dégoûter de votre personne. Tu as raison. Oui, j'ai raison, je le sais bien. C'est là ce qu'il faudrait. Mais la difficulté, c'est d'en pouvoir trouver les moyens. Attendez. Si nous avions quelques femmes, un peu sur l'âge, qui fût de mon talent, et joua assez bien pour contrefaire une dame de qualité, par le moyen d'un train fait à la hâte et d'un bizarre nom de marquise ou de vicomtesse, que nous supposerions de la Basse-Bretagne, j'aurais assez d'adresse pour faire accroire à votre père que ce serait une personne riche, outre ses maisons, de 100 000 écus en argent comptant, qu'elle serait éperdument amoureuse de lui et souhaiterait ne se voir sa femme, jusqu'à lui donner tout son bien par contrat de mariage. Je ne doute point qu'il ne prête à l'oreille à la proposition, car enfin, il vous aime fort, je le sais, mais il aime un peu plus l'argent. Et quand, ébloui de ce leurre, il aura une fois fait ce qui vous touche, il importerait peu qu'ensuite il se désabusât en venant vouloir voir clair aux effets de notre marquise. Tout cela est fort bien pensé. Laissez-moi faire, je viens de me ressouvenir d'une de mes amies qui sera notre fait. Sois assurée, Frosine, de ma reconnaissance si tu viens à bout de la chose. Mais, belle Maria, commençons, je vous prie, par gagner votre mère. C'est toujours beaucoup faire que de rompre ce mariage. Faites ceci de votre part, je vous en conjure, tous les efforts qu'il vous sera possible. Servez-vous de tout le pouvoir que vous donne sur elle cette amitié qu'elle a pour vous. Déployez sans réserve les grâces éloquentes, les charmes tout-puissants que le ciel a placés dans vos yeux et dans votre bouche. Et n'oubliez rien, s'il vous plaît, de ces tendres paroles, de ces douces prières et de ces caresses touchantes à qui je suis persuadé qu'on ne saurait rien refuser. J'y ferai tout ce que je puis et n'oublierai aucune chose. Quoi, mon fils baise la main de sa prétendue belle-mère? Et sa prétendue belle-mère ne s'en défend pas fort. Y aurait-il quelques mystères là-dessous? La Jaguar est fin prête, vous pouvez partir quand il vous plaira. Puisque vous n'y allez pas, mon père, je m'en vais les conduire. Non, demeurez. Elles iront bien toutes seules et j'ai besoin de vous. Oh ça, intérêt de belle-mère à part. Que te semble à toi cette personne? Ce qui m'en semble? Oui, de son air, de sa taille, de sa beauté, de son esprit. Là. Mais encore? Vous en parlez franchement, mon père. Je ne l'ai pas trouvé ici ce que j'en avais cru. Son air est de franche coquette, sa taille est assez gauche, sa beauté est très médiocre, et son esprit des plus communs. Ne croyez pas que ce soit mon père pour vous en dégoûter, car belle-mère pour belle-mère, moi j'aime autant celle-là qu'une autre. Mais tout à l'heure, tu lui disais quand même des choses. Je lui ai dit quelques douceurs en votre nom, mais c'était pour vous plaire. Si bien donc que tu n'aurais pas d'inclination pour elle? Moi? Pas du tout. Oh, j'en suis fâché, car ce larron, une pensée qui m'était venue dans l'esprit. J'ai fait en la voyant ici réflexion sur mon âge.
Et j'ai songé qu'on pourra trouver à redire de me voir marier une si jeune personne. Cette considération m'en faisait quitter le dessin. Et comme je l'ai fait demander, que je suis pour elle, engagé de parole, je te l'aurais donné sans la version que tu témoignes. À moi? À toi. En mariage? En mariage. Bon, écoutez mon père, il est vrai qu'elle n'est pas fort à mon goût, mais pour vous faire plaisir, je me résoudrai à l'épouser, si Moi? vous voulez. Moi? Non, moi je suis plus raisonnable que tu ne penses, et je ne veux point forcer ton inclination. Pardonnez-moi mon père, je me ferai cet effort pour l'amour de vous. Non, non. Un mariage ne saurait être heureux où l'inclination n'est pas, non, non. Écoutez mon père, c'est une chose qui peut-être viendra ensuite, et l'on dit que l'amour est souvent un fruit du mariage. Non, non, du côté de l'homme, on ne doit point risquer l'affaire. Et ce sont des suites fâcheuses où je les garde de me commettre. Si tu avais senti quelque inclination pour elle, à la bonne heure, je te l'aurais fait épouser au lieu de moi. Mais cela n'étant pas, je suivrai mon premier dessein et je l'épouserai moi-même. Écoutez mon père. Oui. Bon. Puisque les choses sont ainsi, il faut vous découvrir mon cœur, il faut vous révéler notre secret. La vérité est que je l'aime. Depuis un jour que je la vis dans une promenade, et que mon dessein était tantôt de vous la demander pour femme, et que rien ne m'a retenu que la déclaration de vos sentiments et la crainte de vous déplaire. Et lui avez-vous rendu visite? Oui, mon père. Beaucoup de fois? Assez pour le temps qu'il y en a. Vous a-t-on bien reçu? Fort bien, mais sans savoir qui j'étais. C'est ce qui a fait tantôt la surprise de Marianne. Et lui avez-vous déclaré votre passion et le dessein où vous étiez de l'épouser? Sans doute, et même j'en avais fait à sa mère quelque peu d'ouverture. Et a-t-elle écouté pour sa fille votre proposition? Fort civilement. Et la fille correspond-elle fort à votre amour? Si j'en dois croire les apparences, je me persuade même qu'elle a quelque bonté pour moi. Voilà justement ce que je demandais. Je suis bien aise d'avoir appris un tel secret. Ensuite, mon fils! Savez-vous ce qu'il y a? C'est qu'il faut songer, s'il vous plaît, à vous défaire de votre amour, à cesser toutes vos poursuites auprès de deux personnes que je prétends pour moi, et à vous marier dans peu avec celle qu'on vous destine. Oui, mon père, c'est ainsi que vous me jouez? Eh bien, puisque les choses en sont venues là, je vous déclare, moi, que je ne quitterai point la passion que j'ai pour Marianne, qu'il n'y a point d'extrémité où je ne m'abandonne pour vous disputer sa conquête, et que si vous avez pour vous le consentement d'une mère, j'aurai d'autres secours qui peut-être combattront pour moi. Comment, Pandare? Tu as l'audace d'aller sur mes brisées? Mais c'est vous qui allez sur les miennes et je suis le premier en âge. Ne suis pas ton père et ne me dois-tu pas respect? Ce ne sont pas ici les choses où les enfants sont obligés de déférer au père. Et l'amour ne connaît personne. Je te ferai bien me connaître avec de bons coups de bâton. Toutes vos menaces ne feront rien. Tu renonceras à Marianne. Pas du tout. Donnez-moi un bâton tout à l'heure. Je veux pas que cela. Me parler avec cette impudence. Je vous démontre Laisse-moi faire. monsieur de grâce. Ah, je dois me faire toi-même maître Jacques, juge de cette affaire, pour montrer comme j'ai raison. Je consens, éloignez-vous un peu. Il y a une fille que je veux épouser, et le Pandare a l'insolence de l'aimer avec moi, et d'y prétendre, malgré mes ordres. Ah, il a tort. N'est-ce pas une chose épouvantable qu'un fils qui veut entrer en concurrence avec son père? Et ne doit-il pas, par respect, s'abstenir de toucher à mes inclinations? Vous avez raison, laissez-moi lui parler et demeurez là. Eh bien oui, puisqu'il veut te choisir pour juge, je n'y recule point, il ne m'importe qui ce soit. Et je veux bien aussi me rapporter à toi, maître Jacques, dans notre différend. C'est beaucoup d'honneur que vous me faites. Je suis épris d'une jeune personne qui répond à mes vœux et reçoit tendrement les offres de ma foi. Et mon père s'avise de venir troubler notre amour par la demande qu'il en fait faire. Il a tort, assurément. Mais n'a-t-il point honte, à son âge, de songer à se marier? Lui sied-il bien d'être encore amoureux? Et ne devrait-il pas laisser cette occupation aux jeunes gens? Vous avez raison, il se moque, laissez-moi lui dire deux mots. Eh bien, votre fils n'est pas si étrange que vous le dites. Il se met à la raison. Il dit qu'il sait le respect qu'il vous doit, qu'il ne s'est emporté que dans la première chaleur, et qu'il ne fera point un refus de se soumettre à ce qu'il vous plaira, pourvu que vous vouliez le traiter mieux que vous ne faites, et lui donner quelques personnes en mariage dont il ait lieu d'être content. Dis-lui que moyennant cela, il pourra espérer toute chose de moi. Et que hors Marianne, je lui laisse la liberté de choisir celle qu'il voudra. Laissez-moi faire.
Eh bien, votre père n'est pas si déraisonnable que vous le faites. Il m'a témoigné que ce sont vos emportements qui l'ont mis en colère, et qu'il n'en veut seulement qu'à votre manière d'agir. Il ne fera point refus de se soumettre à ce qu'il vous plaira, pourvu que vous vouliez vous y prendre par la douceur et lui rendre les déférences, les respects, les soumissions qu'un fils doit à son père. Ah, maître Jacques, je lui puis assurer que s'il m'accorde Marianne, il me verra toujours le plus soumis de tous les hommes, et que jamais je ne ferai aucune chose que par ses volontés. Cela est fait, il consent à ce que vous dites. Ah, voilà qui va le mieux au monde. Tout est conclu, il est content de vos promesses. Oh, le ciel au soleil. Messieurs, vous n'avez qu'à parler ensemble. Vous voilà d'accord maintenant. Et vous alliez vous quereller faute de vous entendre. Ah, mon pauvre maître Jacques, je te serai obligé toute ma vie. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Tu m'as fait grand plaisir, maître Jacques. Et cela mérite une récompense. Va, je m'en souviendrai. Je t'assure. Baise-les-moi. Je vous demande pardon, mon père, de l'emportement que j'ai fait paraître. Ce n'est rien. Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. Et moi, j'ai toutes les joies du monde de te voir raisonnable. Quelle bonté à vous d'oublier si vite mes fautes. Ah, on oublie aisément la faute des enfants lorsqu'ils rentrent dans leur devoir. Quoi? Ne garder aucun ressentiment de toutes mes extravagances? Et c'est une chose où tu m'obliges, par la soumission et le respect où tu te ranges. Ah, mon père, je vous promets que jusqu'au tombeau, je conserverai dans mon cœur les souvenirs de vos bontés. Et moi, je te promets qu'il n'y aura aucune chose que de moi tu n'obtiennes. Ah, mon père, je ne vous demande plus rien. C'est m'avoir assez donné que de me donner Marianne. Comment? Ah, je dis, mon père, que je suis trop content de vous. Que je trouve toute chose en la bonté que vous avez de m'accorder Marianne. Mais qui est-ce qui te parle de t'accorder Marianne? Vous, mon père? Moi? Sans doute. Comment? C'est toi qui as promis d'y renoncer? Moi y renoncer? Oui. Point du tout. Tu n'es pas des partis d'y prétendre? Mais au contraire, je suis porté plus que jamais. Quoi, bandard de rejet? Rien ne me peut changer. Laisse-moi faire traite. Toutes vos menaces ne feront rien. Je te défends de ne me jamais voir. À la bonne heure. Je t'abandonne. Abandonné. Je te renonce pour mon fils. Soit. Je te déshérite. Tout ce que vous voudrez. Je te donne ma malédiction. Je n'ai que faire de vos dons. Ah, monsieur, que je vous trouve à propos, suivez-moi vite. Ah, comment? Suivez-moi, vous dis-je, nous sommes bien. Quoi? Voici votre frère. Qu'est-ce que c'est? J'ai gagné ceci tout le jour. Qu'est-ce que c'est? Le trésor de votre père. Mais comment as-tu fait? Vous saurez tout vite, sans crier. Oh voleur! Voleur! Assassin meurtrier! Justice, justicier! Je suis perdu, je suis assassiné! On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent! Qui possède? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Où ne point courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent, quelqu'un! Rends-moi mon argent! C'est moi. Mon esprit est troublé et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter? En me rendant mon cher argent? Ou en m'apprenant qui l'a pris? Hein, que dites-vous, ce n'est personne? Il faut qui que ce soit qui ait fait le coup, qui ait beaucoup de soin, on est bien l'heure. Et l'on a choisi justement le temps où je parlais à mon traître de fils. Sortons, je veux éclairer la justice et faire donner la question à toute la maison, à servante, à valet, à fils, à fille et à moi aussi. Tous de gens rassemblés. Je ne jette mes regards sur personne qui me donne de soupçons, et tout me semble mon voleur.
Hein, de quoi est-ce que l'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui y est? De grâce! Si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. C'est Macron. Il est caché là parmi vous! Ah! Allons vite, des commissaires, des archers et des prévôts, des juges, des juges, des bourreaux et des potences. Je veux faire pendre tout le monde, même Macron, étendez mon cou. Laissez-moi faire, je connais mon métier, Dieu merci. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je me mêle d'élucider des affaires. Et je voudrais avoir autant de sacs de 1000 écus que j'ai fait embastiller de voleurs. Pas vrai, brigadier? Oui, chef. Tous les magistrats sont intéressés à prendre cette affaire en main. Et si l'on ne me fait retrouver mon argent, je demanderai justice de la justice. Nous allons faire une enquête. Vous dites qu'il y avait dans cette cassette 1 million d'écus bien comptés. 1 million d'écus. Vous notez, brigadier? Oui, tout de suite. Voilà, j'ai trouvé le bon formulaire. Combien vous avez volé? 1 million d'écus. Le vol est considérable. Ah, il n'y a pas de supplice assez grand pour l'énormité de ce crime. Et s'il demeure impuni, les choses les plus sacrées ne sont plus en sûreté. En quelles espèces était cette somme? Ah, lingots, louis d'or et quelques liasses de gros billets. Qui soupçonnez-vous de... Ah, tout le monde! Et je veux que vous fassiez prisonnier toute la ville et les faubourgs. Il faut, si vous m'en croyez, n'effaroucher personne. Non. Et tâchez doucement de trouver quelques preuves. Brigadier, veuillez inspecter les lieux. C'est la procédure. Nous aurons amassé les preuves, nous pourrons retrouver votre fortune. Je m'en vais revenir. Que fait-on du cochon? Qu'on me l'égorge tout à l'heure, qu'on me lui fasse griller les pieds, qu'on me le mette dans l'eau bouillante et qu'on me le pende au plancher. Qui est celui qui m'a dérobé? Je parle d'un cochon de lait que votre intendant me vient d'envoyer. Et je veux vous l'accommoder à ma fantaisie. Il n'est pas question de cela, et voilà madame à qui il faut parler d'autre chose. Ne vous épouvantez point. Je ne vous brusquerai pas et les choses iront dans la douceur. Madame est de votre souper? Il faut ici, mon cher ami, ne rien cacher à votre maître. Ma foi, madame, je montrerai tout ce que je sais faire. Et je vous traiterai du mieux qu'il me sera possible. Et ce n'est pas là l'affaire. Si je ne vous fais pas aussi bonne chère que je le voudrais, c'est la faute de monsieur notre intendant qui m'a rogné les ailes avec les ciseaux de son économie. Ah, trêve, il s'agit d'autre chose que de souper. Et je veux que tu me dises des nouvelles de l'argent qu'on m'a pris. On vous a pris de l'argent? Oui, coquin, et je m'en vais te faire pendre si tu ne me le rends. Mon Dieu, ne le maltraitez point. Je vois à sa mine qu'il est honnête homme. Bon, que sans se faire mettre en prison, il vous découvrira ce que vous voulez savoir. Oui, mon ami, si vous nous confessez la chose, il ne vous sera fait aucun mal. Et vous serez récompensé comme il faut par votre maître. On lui a pris aujourd'hui son argent. Et il est impossible que vous ne sachiez quelques nouvelles de cette affaire. Voici justement ce qu'il me faut pour me venger de notre intendant. Depuis qu'il est entré séant, il est le favori et on n'écoute que ses conseils. Et j'ai aussi sur le cœur les coups de bâton de tantôt. Qu'as-tu enruminé? Laissez-le faire, il se prépare à vous contenter. Je vous ai bien dit qu'il était honnête homme. Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses, je crois que c'est monsieur votre cher intendant qui a fait le coup. Valère? Oui. Lui qui me paraît si fidèle? Lui-même, je crois que c'est lui qui vous a dérobé. Et sur quoi le crois-tu? Sur quoi? Oui. Je crois sur ce que je le crois. Mais il est nécessaire de donner les indices que vous avez. Ouais, l'as-tu vu rôder autour du lieu où j'ai mis mon argent? Oui, vraiment. Où était-il votre argent? Voilà, salut trésor. Justement, je l'ai vu rôder près de cette pièce. Et dans quoi est-ce que cet argent était? Dans une cassette. Oh, voilà l'affaire! Je lui ai vu une cassette. Et cette cassette, comment est-elle faite? Je verrai bien si c'est la mienne. Comment elle est faite? Oui. Elle est faite comme une cassette. Cela s'entend. Il est dépeignez là un peu pour voir. C'est une petite cassette. C'est qu'on m'a volé grande. Ouais, je l'appelais petite, mais en fait elle est grande. De quelle couleur est-elle? De quelle couleur? Oui. Elle est de couleur, là, d'une certaine couleur. Sauriez-vous m'aider à dire, hein? N'est-elle pas rouge? Non, marron. Oh. Marron rouge, c'est ce que je voulais dire. Ah, c'est elle, assurément, il n'y a
Écrivez, monsieur, écrivez ça. Monsieur, ce n'est pas à vous de commander, brigadier. Ciel, désormais à qui se fier? Il ne faut plus jurer de rien et je crois après cela que je suis homme à me voler moi-même. Monsieur, voici qui revient, ne lui allez pas dire au moins que c'est moi qui vous ai découvert cela. Hein? Approche! Viens confesser l'action la plus noire, l'attentat le plus horrible qui jamais ait été commis. Que voulez-vous, monsieur? Comment, traître? Tu ne rougis pas de ton crime? Mais de quel crime voulez-vous donc parler? De quel crime je veux parler? Infâme! Comme si tu ne savais pas ce que je veux dire. C'est en vain que tu prétendrais de le déguiser. L'affaire est découverte et l'on vient de m'apprendre tout. Comment abuser ainsi de ma bonté et s'introduire exprès chez moi pour me trahir, pour me jouer un tour de cette nature? Monsieur, puisqu'on vous a découvert tout, je n'ai point cherché de détour et vous niez la chose. À la bonne heure. Oh, aurais-je deviné sans y penser? C'était mon dessein de vous en parler. Et je voulais attendre pour cela des conjonctures favorables. Mais puisqu'il en est ainsi, je vous conjure de ne point vous fâcher, de vouloir entendre mes raisons. Et quelle belle raison peux-tu me donner, voleur infâme? Ah! Je n'ai pas mérité ces noms, monsieur. Il est vrai que j'ai commis une offense envers vous. Mais après tout, ma faute est pardonnable. Comment pardonnable? Un guet-apens, l'assassinat de la sorte? Laissez-le parler, je vous prie. Oh, mais pas en prenez colère. note. Oui, chef. Quand vous m'aurez oui, vous verrez que le mal n'est pas si grand que vous le faites. Le mal n'est pas si grand que je le... Comment sang, mes entrailles? Bondard! Votre sang, monsieur, n'est pas tombé dans de mauvaises mains. Je suis d'une condition de ne lui faire point de tort. Et il n'y a rien en tout ceci que je ne puisse bien réparer. De quel sang parle-t-il? C'est un vol ou un meurtre? Tiens mon attention! Et que tu me restitues ce que tu m'as ravi! Votre honneur, monsieur, sera pleinement satisfait. Il n'y a pas question d'honneur là-dedans. Mais dis-moi ce qui t'a porté à cette action. Hélas, me le demandez-vous? Oui, vraiment, je te le demande. Un Dieu qui porte les excuses de tout ce qu'il fait faire. L'amour. L'amour. Oui. Bel amour, ma foi, l'amour de mes louis d'or. Ah, non, monsieur. Ce ne sont point vos richesses qui m'ont tenté. Ce n'est pas cela qui m'éblouit. Et je proteste de ne rien prétendre à tous vos biens, pourvu que vous me laissiez celui que j'ai. Non, par tous les diables, je ne te le laisserai pas. Mais voyez quelle insolence de vouloir retenir le vol qu'il m'a fait. Appelez-vous cela un vol? Si je l'appelle un vol, un trésor comme celui-là? C'est un trésor, il est vrai, et sans doute le plus précieux que vous ayez. Mais ce ne sera pas le perdre que de me le laisser. Je vous le demande à genoux, ce trésor plein de charme. Et pour bien faire, il faut que vous me l'accordiez. Non, je n'en ferai rien. Qu'est-ce à dire cela? Nous nous sommes promis une fois mutuelle, et avons fait le serment de ne nous point abandonner. Ah ben, le serment est agréable et la promesse plaisante. Oui, nous nous sommes engagés d'être l'un à l'autre à jamais. Oh, monsieur, pas si vite. On n'apprend pas la sténographie à l'école de police. Je vous en empêcherai bien, je vous assure. Rien que la mort ne nous peut séparer. Ah, c'est être bien endiablé après mon argent. Je vous ai déjà dit, monsieur, ce n'était point l'intérêt qui m'avait poussé à faire ce que j'ai fait. Mon cœur n'a point agi par les ressorts que vous pensez. Et un motif plus noble m'a inspiré cette résolution. Ah, vous verrez que c'est par charité chrétienne qu'il veut avoir mon bien. Mais j'ai mes très bon ordre, et la justice qu'on a effrontée me va faire raison de tout. Vous en userez comme vous voudrez, et me voilà prête à souffrir toutes les violences qui vous plaira. Mais je vous prie de croire au moins que s'il y a du mal, ce n'est que moi qu'il en faut accuser, et que votre fille en tout ceci n'est aucunement coupable. Je le crois bien. Vraiment, il serait fort étrange que ma fille ait trempé dans ce crime. Mais je veux revoir mon affaire, et que tu me confesses en quel endroit tu me l'as enlevée. Moi? Je n'ai point enlevé, elle est encore chez vous. Oh, ma chère Cassette. Ma chère Cassette. Elle n'est point sortie de ma maison? Mais non, monsieur. Mais dis-moi donc un peu, tu n'y as point touché? Ouais, touché, vous lui faites tort, aussi bien qu'à moi. Mais c'est d'une ardeur toute pure et respectueuse que j'ai brûlé pour elle. Brûlé pour ma Cassette? Il s'agit d'un vol, d'un meurtre ou d'un incendie. J'aimerais mieux Silence, mourir brigadier, que nous de vous leur inquiétez faire pas. paraître aucune Vous pensée comprendrez offensante. plus tard. Elle est trop sage et trop honnête pour cela. Ma Cassette trop honnête? Écoutons, ça peut être instructif. Tous mes désirs se sont bornés à jouir de sa vue. Et rien de criminel n'a profané la passion que ses beaux yeux m'ont inspiré. Les beaux yeux de ma Cassette. Il parle d'elle comme un amant d'une maîtresse. Dame Claude, c'est la vérité de cette aventure. Et elle peut vous rendre témoignage. Quoi, ma servante est complice de l'affaire? Voilà une information intéressante. Elle a été témoin de notre engagement. Et c'est après avoir connu l'honnêteté de ma flamme qu'elle m'a aidé à persuader votre fille de me donner sa foi et recevoir la mienne. Est-ce que la peur de la justice le fait extravaguer? Que nous brouilles-tu ici de ma fille? Je dis, monsieur, que j'ai eu toutes les peines du monde à faire consentir sa pudeur à ce que voulait mon amour. La pudeur de qui? De votre fille. Et c'est seulement depuis hier qu'elle a pu se résoudre à nous signer mutuellement une promesse de mariage. Ma fille t'a signé une promesse de mariage? Oui. Maintenant, une question Comme de de ma mariage. part, je lui en ai signé une. Oh ciel! Autre disgrâce! Écrivez, monsieur, écrivez. Oh,
redoublement de mal, surcroît de désespoir. Allons, madame, faites-le dû de votre charge et dressez-lui-moi son procès comme larron. Alors, messieurs, du calme. Comme larron et comme subordeur. Ce sont des noms qui me sont point dus. Et quand on saura qui je suis... Oh. Ah, fils scélérat, fille indigne d'un père comme moi, c'est ainsi que tu pratiques les leçons que je t'ai données. Tu te laisses prendre d'amour pour un voleur infâme. Et tu lui engages ta femme sans mon consentement. Mais vous serez trompés l'un et l'autre. 4 bonnes querelles répondront de ta conduite. Et une bonne potence me fera raison de ton audace. Ce ne sera point votre passion qui jugera l'affaire. Et on m'écoutera au moins avant que de me condamner. Je me suis accusé de dire une potence. Et tu seras roué tout vite. Ah, mon père, prenez des sentiments un peu plus humains, je vous prie, et n'allez point pousser les choses dans les dernières violences du pouvoir paternel. Ne vous laissez point entraîner au premier mouvement de votre passion, et donnez-vous le temps de considérer ce que vous voulez faire. Mon commandant, sans doute, sans cette maison, j'en peux plus. Prenez la peine de mieux voir celui dont vous vous offensez. Il est tout autre que vos yeux ne le jugent. Et vous trouverez moins étrange que je me sois donné à lui. Lorsque vous saurez que sans lui, vous ne m'auriez plus il y a longtemps. C'est la tempête que Dieu a pu encore se fatiguer. Oui, mon père. C'est celui qui me sauva de ce grand péril que vous savez que je courus dans l'eau et à qui vous devez la vie de cette même fille dont aujourd'hui vous... Cela n'est rien. Et il valait mieux pour moi qu'il te laisse à noyer que de faire ce qu'il a fait. Mon père, je vous conjure par l'amour paternel. Non, n'en ferai rien. Et il faut que la justice fasse son devoir. Tu me paieras mes coups de bâton. Voilà un étrange embarras. Qu'est-ce, Seigneur Aragon? Je vous vois tout ému. Ah, Seigneur Anselme, vous me voyez le plus infortuné de tous les hommes. Et voici bien du trouble et du désordre au contrat que vous venez faire. On m'assassine dans le bien, on m'assassine dans l'honneur. Mais voici un traître, un scélérat, qui a violé tous les droits les plus saints, qui s'est coulé chez moi sous le titre d'intendant pour me dérober mon argent et pour me suborner ma fille. J'ai bien entendu, chef, il n'y a pas de viol. Qui songe à votre argent? Les mots changent de Quand vous me sens faites en un fonction tel du matière. contexte. Oui, ils se sont donné l'un et l'autre une promesse de mariage. Cet affront vous regarde, Seigneur Anselme. Et c'est vous qui devez vous rendre parti contre lui et faire toutes les poursuites de la justice pour vous venger de son insolence. Ce n'est pas mon dessein de me faire épouser par force et de rien prétendre à un cœur qui se serait donné. Mais pour vos intérêts, je suis prêt à les embrasser, ainsi que les miens propres. Voilà, madame, qui est honnête commandant de police, qui n'oubliera rien à ce qu'elle m'a dit de la fonction de son office. Chargez-le comme il faut et rendez les choses bien criminelles. Veuillez me laisser faire mon travail comme je l'entends. Je ne vois pas quel crime on peut faire de la passion que j'ai pour votre fille. Et le supplice où vous croyez que je peux être condamné pour notre engagement, lorsqu'on saura ce que je suis. Je me moque de tous ces contes. Et le monde d'aujourd'hui n'est plein que de ces larrons de noblesse, que de ces imposteurs qui tirent avantage de leur obscurité et s'habillent insolemment du premier nom illustre qu'ils s'avisent de prendre. Sachez que j'ai le cœur trop bon pour me parer de quelque chose qui ne soit point à moi, et que tout Naples peut rendre témoignage de ma naissance. Tout beau. Prenez garde à ce que vous allez dire. Vous risquez ici plus que vous ne pensez. Et vous parlez devant un homme à qui tout Naples est connu, et qui peut aisément voir clair dans l'histoire que vous ferez. Je ne suis point homme à rien craindre. Et si Naples vous est connu, vous savez qui était Don Thomas d'Alburcie. Je le sais sans aucun doute, et peu de gens l'ont connu mieux que moi. Je me moque de Don Thomas et de Don Martin. De grâce, laissez-le parler. Nous verrons bien ce qu'il en veut dire. Je veux dire que c'est lui qui m'a donné le jour. Lui? Oui. Allez, vous vous moquez. Cherchez quelque autre histoire qui vous puisse mieux réussir, et ne prétendez pas vous sauver sous cette imposture. Songez à mieux parler. Ce n'est point une imposture, et je n'avance rien qu'il me soit aisé de justifier. Quoi? Vous osez vous dire fils de Don Thomas d'Alburcie? Oui, je l'ose. Et je suis prêt de soutenir cette vérité contre qui que ce soit. L'audace est merveilleuse. Apprenez pour vous confondre qu'il y a 16 ans pour le moins, que l'homme dont vous nous parlez périt sur mer avec ses enfants et sa femme, en voulant dérober leur vie aux cruelles persécutions qui ont accompagné les désordres de Naples et qui en firent exiler plusieurs nobles familles. Oui, mais apprenez pour vous confondre, vous, que son fils âgé de 7 ans, avec un domestique, fut sauvé de ce naufrage par un vaisseau espagnol, et que ce fils sauvé est celui qui vous parle. Apprenez que le capitaine de ce vaisseau, touché de ma fortune, prit amitié pour moi, et qui me fit élever comme son propre fils.
J'ai su depuis peu que mon père n'était point mort, comme je l'avais toujours cru. Et passant ici pour l'aller chercher, une aventure par le ciel concerté me fit voir la charmante Élise. Cette vue me rendit esclave de ses beautés. Et la violence de mon amour et les sévérités de son père me firent prendre la résolution de m'introduire dans son logis et d'envoyer quelqu'un d'autre à la quête de mes parents. Mais quel témoignage encore autre que vos paroles nous peuvent avoir bâti une fable sur une vérité? Le capitaine espagnol, un cachet de rubis qui était à mon père, un bracelet d'agate que ma mère m'avait mis au bras, et le vieux Pedro, ce domestique, qui se sauva avec moi du naufrage. Hélas, à vos paroles, je puis ici répondre moi, que vous ne mentez point. Et tout ce que vous dites me fait connaître clairement que vous êtes mon frère. Vous, ma sœur? Oui, mon cœur s'est ému dès le moment que vous avez ouvert la bouche, et notre mère que vous allez ravir m'a mille fois entretenu des disgrâces de notre famille. Le ciel ne nous fit point aussi périr dans ce triste naufrage, mais il ne nous sauva la vie que par la perte de notre liberté. Et ce furent des pirates qui nous recueillirent, ma mère et moi, sur les débris de notre vaisseau. Après 10 années d'esclavage, une heureuse fortune nous rendit notre liberté, et nous retournâmes dans Naples, où nous trouvâmes tout notre bien vendu, sans y pouvoir trouver des nouvelles de notre père. Nous passâmes à Gênes, où ma mère alla ramasser quelques malheureux restes d'une succession qu'on avait déchirée, et de là, fuyant la barbare injustice de ses parents, elle vint en ces lieux où elle n'a presque vécu que d'une vie languissante. Ô ciel, quels sont les traits de ta puissance? Et tu fais bien voir qu'il n'appartient qu'à toi que de faire des miracles. Embrassez-moi, mes enfants, et mêlez tous deux vos transports à ceux de votre père. Vous êtes notre père. C'est vous que ma mère a tant pleuré? Oui, ma fille, oui, mon fils. Je suis Don Thomas d'Alburcie, que le ciel garantit les ondes avec tout l'argent qu'il portait, et qui, vous ayant tous cru mort durant plus de 16 ans, se préparait après de longs voyages à chercher dans l'hymen d'une douce et sage personne la consolation de quelques nouvelles familles. Le peu de sûreté que j'ai bu pour ma vie à retourner à Naples m'y a fait renoncer pour toujours. Et ayant su trouver moyen d'y faire vendre ce que j'avais, je me suis établi ici, où, sous le nom d'Anselme, j'ai cherché à m'éloigner les chagrins de cet autre nom qui m'avait causé tant de traverses. C'est là votre fils? Oui. Je vous prends à partie pour me payer 1 million d'écus qu'il m'a volé. Lui, vous avoir volé lui-même. Qui vous dit cela? Maître Jacques. C'est toi qui le dis? Oui, je ne dis rien. Et voilà le commandant et le brigadier qui a reçu sa déposition. Pouvez-vous me croire capable d'une action si lâche? Capable ou non capable, je veux avoir mon argent. Ne vous tourmentez pas, mon père. Et n'accusez personne. J'ai découvert des nouvelles de votre affaire. Et je viens ici pour vous dire que si vous voulez vous résoudre à me laisser épouser Marianne, votre argent vous sera rendu. Où est-il? Ne vous mettez point en peine. Il est en lieu dont je réponds et tout ne dépend que de moi. C'est à vous de me dire à quoi vous vous déterminez. Et vous pouvez choisir ou de me donner Marianne ou de perdre votre cassette. N'en a-t-on rien noté? Rien du tout. Vous voyez, c'est votre dessein de souscrire à ce mariage et de joindre votre consentement à celui de sa mère, qui lui laisse la liberté de faire un choix entre nous deux. Mais vous ne savez pas que ce n'est pas assez que ce consentement? Et que le ciel, avec un frère que vous voyez, vient de me rendre un père dont vous avez à m'obtenir? Le ciel, mes enfants, ne me redonne point à vous pour être contraire à vos vœux. Seigneur Harpagon, vous jugez bien que le choix d'une jeune personne tombera sur le fils plutôt que sur le père. Allons, faites point dire ce qu'il n'est point nécessaire d'entendre, et consentez ainsi que moi à ce double hyménée. Il faut pour me donner conseil que je voie ma cassette. Vous la verrez saine? Ah, et entière. Je n'ai pas d'argent à donner en mariage à mes enfants. Et la cassette? Brigadier! Eh bien, j'en ai pour eux, que cela ne vous inquiète point. Vous engagez-vous à faire les frais de ces 2 mariages? Oui, je m'y engage. Êtes-vous satisfait? Oui. Pourvu que pour les noces,
Vous me fassiez faire à l'habit? D'accord. Allons jouir de l'allégresse que cet heureux jour nous présente. Oh là, messieurs, oh là! Tout doucement, s'il vous plaît. Qui paiera notre dérangement? Votre dérangement? Oui, vous nous avez fait déplacer pour rien. Vous êtes donc passé d'une amende forfaitaire. Pour votre paiement, voilà un homme que je vous donne à pendre. Et lâche, comment faut-il donc faire? On me donne des coups de bâton pour dire vrai et on veut me pendre pour mentir. Seigneur Harpagon, il faut lui pardonner cette imposture. Vous paierez donc l'amende? Soit. Allons vite faire part de notre joie à votre mère. Et moi revoir ma chère cassette.